Alors, je m'appelle Chimiz Samuel. Je suis né le 23 janvier 1920 à Varsovie, en Pologne. Devant la crise qui sévissait en Pologne, mes parents ont décidé d'émigrer en France. Pourquoi en France? Parce qu'en France, mon père avait déjà sa sœur qui était installée depuis pas mal d'années à Paris. Donc il a écrit à sa sœur et celle-ci l'a engagé à venir la rejoindre. Mais dans un premier temps, sans la famille. Mon père est donc parti pour Paris. Il a tout de suite pu travailler. Et lorsqu'il a ramassé un petit peu d'argent, il a loué un petit appartement dans la rue Vaucouleurs à Paris, s'est acheté une machine et nous a dit que nous pouvions donc venir. Il a envoyé un petit peu d'argent, enfin, il n'avait pas grand-chose, mais il a envoyé ce qu'il pouvait. D'autre part, nous avons vendu à Varsovie le petit appartement que nous avions. Avec ça, nous avons pu acheter des billets et venir en France. Quel était le métier de votre père à Varsovie? Mon père était tailleur. Et à Paris également? À Paris également. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous aviez quel âge? Moi, j'avais 7 ans. Et chez vous, à la maison, on parlait quelle langue? Mes parents parlaient que le yiddish. Jamais le polonais? Non. Par principe? Par principe, et puis la haine des Polonais. Déjà? Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez été en Pologne, mais enfin, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette époque, mais ça n'a pas changé, puisque lors de ce que je vais vous raconter, je vous parlerai certainement des Polonais. Le peuple polonais est un peuple extrêmement antisémite. Ils sont aussi un peu un peuple extrêmement tout. Ils n'aiment qu'eux-mêmes. Ils s'imaginent que le seul peuple qui mérite vraiment d'exister, c'est eux. Il y a encore pas longtemps, j'ai entendu à la télévision un Polonais dire que les Allemands n'étaient pas le peuple le plus élu, mais que c'était les Polonais. Alors vous voyez un petit peu l'état d'esprit des Polonais. Quand vous avez quitté la Pologne, vous aviez quel âge? 7 ans. 7 ans. Il y avait à l'époque 3 millions de juifs en Pologne. Je ne sais pas combien il y avait, j'étais trop jeune, et c'était pas je dois vous dire honnêtement, ce n'était pas une question qui me préoccupait, je ne m'en suis jamais intéressé, d'abord trop jeune, pour m'intéresser à de telles questions. Mais il y avait beaucoup de juifs. Est-ce que votre famille était pratiquante, religieuse? Est-ce qu'elle appartenait à un cercle, à une communauté? Non, mes parents n'étaient pas ce qu'on peut appeler religieux, non. Quoique ma mère, le samedi, allumait quand même des bougies, parce que c'était une tradition chez les juifs, croyants, pas croyants, le samedi, c'était le samedi. En dehors de ça, je n'ai jamais vu ma mère aller dans des synagogues. Mon père, par contre, était un peu plus croyant. Mon père était chantre à la synagogue rue Julien-Lacroix à Paris. Alors, il avait une belle voix. Très belle voix. Mon père avait une très belle voix. Et est-ce que vos parents étaient politiquement engagés en Pologne ou en France à leur arrivée? Non, non, mes parents n'étaient nullement engagés en politique. Ça ne les intéressait pas. Nous étions 5 gosses, c'est-à-dire en Pologne 4, 5e année à Paris. Et avec la difficulté de nourrir 4 enfants, ils avaient de quoi faire sans faire de la politique. Vous avez appris le français à l'école? Oui, j'ai appris le français à l'école, très très vite. Sans difficulté? Comment? Sans difficulté? Sans aucune difficulté, j'apprends très vite les langues. Vous êtes allé à quelle école? Dans quel quartier? Rue Julien-Lacroix. C'est-à-dire, si vous pouvez préciser? Dans le 20e arrondissement. C'est là où vous habitiez? Nous habitions rue de Vaucouleurs, qui était le 11e. Enfin, les deux se jouxtent. Le 11e, la rue de Vaucouleurs, et tout de suite à gauche, c'était le 20e. Quel est le premier souvenir que vous avez eu de votre arrivée en France?
Mon arrivée en France, c'était tout d'abord lorsque je suis arrivé, on a été reçu par donc la sœur de mon père pour le premier déjeuner. Et puis bon, de voir déjà Paris, de voir que ma tante était quand même beaucoup mieux installée que nous à Varsovie, j'étais très agréablement surpris. Est-ce que vous avez des souvenirs heureux de cette période d'enfance et d'adolescence avant la guerre? Des souvenirs heureux, tant qu'un enfant de cet âge-là peut avoir. Je n'ai pas eu tellement de souvenirs heureux parce que nous habitions un tout petit appartement, rue de Vaucouleurs, comme je viens de vous le dire. Et le soir, il y avait juste 2 petites pièces. Dans l'une des pièces, il y avait la machine à coudre de mon père, avec une table pour repasser. Donc vous voyez ce qui restait comme habitation, presque rien. Le soir, pour dormir, mes parents devaient enlever les matelas entassés sur le lit, le seul lit qui existait d'ailleurs, et mettre par terre pour que les enfants puissent se coucher. Vous voyez, je n'ai donc pas, si vous voulez, de cette première époque, je n'ai pas de souvenir heureux. Non. Mais est-ce qu'il y avait dans votre famille ou chez vous une nostalgie de la Pologne à l'époque? Aucune. Je vous répète que les Polonais étaient tellement méchants que je crois que peu de Juifs peuvent avoir une bonne pensée de cette époque. Est-ce qu'en arrivant en France et dans ces années d'avant-guerre, vous avez souffert de l'antisémitisme? Bon, à vous dire la vérité, à l'école, il arrivait, les premiers temps, qu'on me traite de sale juif, comme c'était l'habitude à cette époque. Mais il faut vous dire que je ne suis pas gros, je ne suis pas grand, mais je suis un grand bagarreur. Vous voyez, je l'ai caché. Le plaisir de me bagarrer et de faire de la boxe. J'ai fait de la boxe sur ring et j'étais un bagarreur. Pourquoi je vous raconte ça? Pour vous dire simplement que si au premier jour où j'étais à l'école, on m'appelait sale juif, ça n'a pas duré longtemps. Parce que le premier qui m'appelait comme ça, il recevait mon poing sur la figure et on ne m'appelait plus sale juif. Qui étaient vos amis à l'école? Mes amis. Oh, j'avais plusieurs amis à l'école, la plupart du temps c'était des chrétiens. J'avais de très bons amis parmi les chrétiens. En 1940, vous aviez quel âge? En 40, j'avais donc 20 ans. Puisque je suis né en 1920. J'avais donc en 40, 20 ans. À 20 ans, en 1940, avant la guerre, quelles étaient vos activités à Paris? Mes activités à Paris, eh bien, c'est un peu comme à l'époque pour la plupart des jeunes. Bon, nous faisions partie, par exemple, d'un club de jeunesse qui était situé à la Chapelle. Il fallait prendre là où on trouvait des salles qui voulaient bien nous louer. Bon, alors qu'est-ce qu'on faisait? On louait, on se cotisait tous, on louait un petit orchestre, puis on dansait. Bien. D'autre part, je faisais du sport. Je faisais de la lutte, je faisais de la boxe, beaucoup de vélo, de la moto. Vous étiez dans un cercle, un mouvement politique? Non, ou je n'ai autre? jamais appartenu à aucun mouvement. À aucun. J'ai toujours, si vous voulez, été un peu le garçon indépendant qui allait où ça lui plaisait. Or, cette petite association que nous avions, donc, c'est moi qui l'avais montée, avec plusieurs copains. Et ça nous plaisait de nous retrouver comme ça tous les jeudis. Une fois par semaine, tous les jeudis, on se retrouvait là. On avait donc, comme je vous l'ai dit, un petit orchestre, puis on rigolait. Vous savez, comme les jeunes pouvaient faire à l'époque, lorsqu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Vous avez mené vos études jusqu'où? J'ai mené mes études jusqu'au certificat d'études. Alors, à ce propos-là, je voudrais vous dire, excusez-moi, lorsque j'ai eu l'âge de 12 ans, mes parents étant toujours pauvres, j'avais fini, oui, donc mon certificat d'études, et le directeur nous avait rassemblés, je sais, dans
dans le préau, un préau couvert, et il avait dit aux élèves, je dois constater, je me rappelle encore ces paroles à peu près, je dois constater que parmi les élèves les meilleurs de l'école, ce sont surtout les étrangers. Les Français, vous êtes un peu trop feignants, vous ne pensez qu'à jouer et vous n'étudiez pas. À l'époque, vous étiez encore citoyen polonais? Oui, à l'époque, oui, oui. J'étais naturalisé seulement qu'en 1940, avant de devoir partir pour l'armée. Et alors, il m'a appelé, il m'a fait monter donc sur un banc, et il a dit, voilà celui qui a travaillé le mieux à l'école. Et qui va continuer ses études chez nous. Mais, comme je vous l'ai dit, mes parents étaient pauvres. J'ai toujours eu dans l'idée que dès que j'aurais fini l'école, avec le certificat d'études, j'aiderais mes parents. Quand il a dit ça, le directeur, je lui ai dit, monsieur le directeur, est-ce que je peux vous dire un mot? Il dit oui. Devant les copains, hein. Je lui ai dit, monsieur le directeur, je ne pense pas que je vais continuer les études. Mes parents sont très pauvres. Je vais travailler avec eux. En entendant ça, le directeur a convoqué mon père, qui ne parlait pas bien le français du tout, mais il avait emmené sa sœur, qui elle parlait un très bon français. Et donc, en traduisant, je ne vais pas vous traduire, mais en traduisant, le directeur a dit à mon père, votre fils ne veut pas continuer les études, avec la tête qu'il a, il finira avocat. Alors, mon père a dit, mais moi, je veux bien qu'il continue ses études. Et je me souviens avoir répondu, non, papa, je vais travailler avec toi maintenant. J'ai appris à lire, à écrire, et je veux travailler avec toi maintenant pour t'aider. Et en effet, j'ai quitté l'école. Quand j'ai quitté l'école, nous n'habitions plus le passage Ronce, je veux dire la rue de Vaucouleurs, mais le passage Ronce. On avait toujours 2 pièces, mais plus grandes, bien plus grandes que ceux de la rue de Vaucouleurs. Donc il y a eu de la place pour acheter une 2e machine à coudre. Et je me suis mis à travailler avec mon père. Comme tailleur? Comme tailleur toujours. J'ai toujours été tailleur et lorsque je suis revenu du camp d'Auschwitz, j'ai continué ce métier, mais en me développant très vite et sur une beaucoup plus grande échelle. Avant la guerre, avec votre père, l'atelier était composé de juste vous et lui, ou il y avait d'autres personnes? Non, non. Il y avait une finisseuse et il y avait ma mère, qui travaillait également. Et vous fournissiez à qui? On avait donc, je me rappelle, les Galeries Lafayette, comme donneur d'ouvrage, à façon. Et on avait une maison qui était très réputée à l'époque, qui s'appelait la maison Gourco, qui était située, je me souviens, au métro Strasbourg-Saint-Denis. Et on travaillait pour ces 2 maisons-là. On ne pouvait pas prendre plus, parce qu'on ne serait pas arrivé à fournir ni à l'un ni à l'autre. On ne pouvait pas mécontenter tout le monde. On ne pouvait faire que ce qu'on pouvait faire. Est-ce que le métier vous plaisait à l'époque? Le métier qui me plaisait, moi j'aurais voulu être avocat. Oui. C'était mon plus grand désir. Parce que, si vous voulez, je savais me défendre dans la vie. Et j'aurais aussi bien pu défendre les autres. Ou alors, si ce n'était pas avocat, j'aurais voulu être médecin. Vous n'avez jamais songé, à un moment, reprendre vos études, ou prendre vos études? Non, 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 non. J'ai jamais songé à reprendre mes études, pour la raison que je viens de vous évoquer. Devant la pauvreté de mes parents, il n'était pas question que je reprenne des études, d'abandonner d'abord mon travail chez mes parents, qui aidait quand même pas mal, et ensuite les obliger à payer mes études. Même par la suite? Même par la suite. Une fois engagé, vous savez, je suis un homme, moi, qui, une fois que je prends une décision, il est rare, très rare chez moi, que je dévie de ma route. J'ai toujours, je pense, du moins, moi je le crois, j'ai toujours eu
cette habitude de ne pas balancer, comme on dit entre vous deux, mon cœur balance. J'ai toujours su ce que je voulais faire et ce que je pouvais surtout faire. Parce que ce que je voulais faire, comme je vous l'ai dit, ne m'était pas possible. J'ai donc, si vous voulez, ce que je devais faire, je l'ai toujours bien fait. Lorsque j'ai pris donc ce métier de, je ne vais pas dire tailleur, puisqu'on s'était développé, c'était confectionneur. Lorsque j'ai pris ce métier de confectionneur, j'ai décidé de le faire bien. Et je pense que je l'ai bien fait. Parce que, par la suite, je saute une époque, l'époque de la déportation. Lorsque je suis revenu de déportation, j'ai toujours travaillé dans le même métier. J'ai commencé, en revenant de déportation, on a reçu 50 francs à l'entrée en France à Révigny. Et ces 50 francs, évidemment, ne représentaient pas grand-chose pour commencer à travailler. Surtout que je ne voulais pas aller travailler chez les autres. Je voulais m'installer tout de suite moi-même. On va revenir plus tard Oui. à cette période. Pour l'instant, nous sommes encore avant la guerre. Est-ce que, avant votre départ aux armées, donc jusqu'à l'âge Non, de je ne suis pas parti à l'armée. J'ai été mobilisé pour aller dans l'armée et on m'a mis donc en instance de naturalisation. Je devais être naturalisé pour partir dans l'armée. Et avant que je ne sois naturalisé, les Allemands avaient vaincu la France, occupé Paris, et il n'était bien sûr plus question d'aller dans une armée. Donc ils vous ont pris de court. Ils m'ont pris de court. J'étais pris vraiment à quelques semaines. Donc vous n'êtes pas devenu français à ce moment-là? Si, je suis devenu français en 1947. Après être rentré. Mais à cette époque-là, non, j'étais en instance de naturalisation. Et avant que le décret ne sorte, les Allemands étaient là. Quand les Allemands étaient à Paris, quand ils sont arrivés à Paris, comment avez-vous réagi, vous et votre famille? Eh bien, tout d'abord, ça a été la peur, la grande peur. Lorsque les Allemands étaient prêts d'envahir Paris, nous avons été très nombreux, aussi bien juifs que catholiques et que d'autres religions, à quitter Paris. Nous avons quitté Paris. Il faut vous dire que j'avais un frère, enfin nous étions 5 enfants chez nous, mais j'avais un frère qui avait à peu près 2 ans de moins que moi. Donc mon frère avait près de 18 ans, moi près de 19 et moi 21, à cette époque, en 1941. Nous avons donc quitté Paris en vélo, on avait des vélos, et on a pris la route vers le sud, avec des centaines et des centaines de milliers de personnes. Ce devaient être les Italiens ou les Allemands, je ne peux pas vous dire avec certitude, bombardés et mitraillés, ces gens sur la route, de nombreux morts. Et nous sommes arrivés, sur la route, on a fait la connaissance d'une dame qui avait une voiture, mais qui était en panne. Et auparavant, on avait fait la connaissance d'un garçon également en vélo, qui nous a demandé s'il pouvait rouler avec nous, il était seul. Et puis il nous a raconté qu'il était mécanicien de voiture. Il avait à peu près notre âge. Donc je reviens à cette dame qui était en panne en voiture. Et quand on a vu ça, on s'est arrêté. Et notre petit mécanicien s'est approché, il a dit « Votre voiture ne marche pas, vous êtes en panne ?» Elle a dit « Oui, je n'arrive pas à la remettre en marche. » Bon, il s'est arrangé, lui, il connaissait les moteurs, il a remis en marche cette voiture. Et cette femme nous a invités donc à accrocher nos vélos sur sa voiture. C'était une voiture décapotable, je me souviens. Et à partir avec elle vers le sud. Pourquoi vers le sud? Parce que les Allemands venaient du nord et de l'est. Mais est-ce que vous aviez un point de chute dans le sud ou pas? Non, aucun. On allait à l'aventure comme tout le monde d'ailleurs. Et enfin, comme point de chute, bon, au bout de quelques jours, nous sommes arrivés à Ronces-les-Bains, qui se trouve pas loin de Rochefort. Et nous nous sommes arrêtés là au bord de la mer. Cette dame dans sa voiture avait 2 tentes. Ces tentes nous ont servi donc d'abri,
Et nous avons campé là-dedans pendant 5 semaines. Jusqu'à ce qu'on apprenne que les Allemands à Paris se comportaient fort gentiment, qu'ils ne faisaient de mal à personne. C'est ce qui s'est passé au début. Hein. Alors, on a donc décidé, avec beaucoup d'autres gens, de revenir vers Paris. Nous sommes donc revenus vers Paris. Et comme les Allemands étaient toujours aussi gentils, on a pu, si vous voulez, faire un peu de commerce, un peu de ci, un peu de ça. Je suis arrivé à trouver un endroit où on arrive à voir des pièces de doublure. J'ai commencé, si vous voulez, à acheter des pièces de doublure, à les revendre, des trucs, des machins. Vous voyez, on se débrouillait comme on pouvait. Et vos parents? Mes parents, pendant ce temps-là, étaient restés à Paris. Parce que mes parents ne roulaient pas en vélo, ne possédaient pas de voiture, n'avaient rien. Ils ne pouvaient pas partir à pied avec un baluchon sur le dos. Mais mes parents étaient du genre à aimer rester chez eux et ne pas bouger. Quand nous sommes partis, ils ont dit, nous, on est déjà âgés, on nous fera peut-être rien, mais vous les jeunes, partez. Quand vous avez repris donc ces activités, mais comme vous dites, de vendre par-ci par-là, ça a duré combien de temps? Jusqu'à quand? Oh, ça a duré, que je vous situe le mieux possible, disant qu'ils sont arrivés les Allemands en 41, en 40 plutôt, en 40, oui. En 40. Oh, ça a duré à peu près jusqu'à fin, même début 41, jusqu'à, dirons, février-mars 41. Est-ce que vous avez un souvenir de l'annonce en octobre 40 du statut des Juifs? Non, je ne me souviens pas du tout de ça parce que c'était quand? En octobre 40. En octobre 40, où il est sorti un truc des Juifs, où on n'avait plus le droit d'aller dans certains magasins. Je me souviens très bien, il y avait à côté de chez nous, à la Bastille, un très grand café-restaurant Dupont, de triste renommée. Dupont, vous avez entendu parler de ça, non? Oui. Qui tout de suite est affiché sur ses vitrines, entrée interdite aux chiens et aux juifs. Et tous les Dupont, aussi bien celui de Barbès que tous les autres, ont suivi. Ça, vous l'avez vu? Oh, bien sûr que je l'ai vu. Bien sûr, si je vous en parle, je ne vous parlerai jamais d'une chose que je n'ai pas vue. Et quand vous avez vu cette affiche sur le restaurant Dupont, ça vous a fait quoi? Vous savez, je vais vous dire, et comme d'autre part les Allemands ne nous faisaient rien, on s'est dit, eh bien, ce sont les mêmes Français que nos voisins d'en face. On habitait rue de Turenne à cette époque. Nos fenêtres donnaient sur la rue. Et en face, il y avait une famille française. Ils avaient un balcon. Ils avaient appris à leurs enfants à crier « Saï juif ». Lorsqu'on ouvrait la fenêtre chez nous, les enfants étaient sur le balcon et nous criaient « Saï juif, Saï juif ». Voilà. Alors vous comprenez que l'ambiance n'était pas très bonne. Mais je répète que les Allemands, eux, pour l'instant, n'étant pas vraiment agressifs envers nous, on était dans une espèce de relative tranquillité. Jusqu'à quand? Ah, jusqu'à ce 14 mai 1941, où le matin, le facteur m'apporte une convocation à me rendre à la salle Japy, accompagné d'un membre de la famille. Cette convocation était adressée à mon frère et à moi. Donc le jour dit, le 14 mai, nous sommes présentés à la salle Japy avec ma mère. Dans la salle Japy, il y avait déjà plein de monde quand nous sommes arrivés. Et au bout d'un moment, sont arrivés 2 SS qui ont discuté donc avec les gendarmes qui étaient là pour nous garder. Je vais faire une petite parenthèse en ce qui concerne la gendarmerie française. Ce que je vais vous dire n'est pas une chose que je vous dis en catimini, parce que je l'ai dit au commissariat de police de Neuilly, de mon quartier. La gendarmerie française et la police en général, enfin je vous parle surtout de la gendarmerie française, était d'un niveau extrêmement bas. J'appelle bas lorsqu'on est lâche.
À peine les Allemands entrés dans Paris, la gendarmerie française, je le dis tout en étant filmé, parce que je ne crains pas de le dire. Je ne suis pas un homme peureux, moi, vous savez. À peine les Allemands entrés, comme on dit vulgairement, ils se sont déculottés devant les Allemands. Et plutôt que de défendre la France, ils ont défendu les Allemands. Ils étaient devenus leurs fidèles serviteurs. Vous avez été témoin de certaines scènes qui vous permettent de dire ça? Mais comment, si j'étais témoin? Mais je viens de vous dire à l'instant que dans la salle Japy, nous étions gardés par des Français, des gendarmes français, qui ne laissaient pas nos parents nous amener quoi que ce soit de plus à manger que pour 24 heures, qui repoussaient les femmes qui voulaient rentrer à l'intérieur, redire un petit au revoir à ceux qu'on arrêtait. Ils étaient pires que les Allemands en ce temps-là, pire. C'est pour ça que je vous dis, nous vulgairement on appelle ça des lèches-culs. Excusez-moi l'expression, il y a des femmes ici. Mais on appelle ça comme ça. Bon, pour en revenir donc à la salle Japy. 14 mai 41. 14 mai 41. Les femmes sont donc parties, ma mère en l'occurrence, nous chercher, il fallait apporter une couverture et du linge de rechange pour une semaine. Ma mère est partie, quelques dizaines de minutes après, elle est revenue, nous apporter à mon frère et à moi ce qui était permis, et on les a tout de suite fait ressortir. Quelques instants après, disons que ça a duré une demi-heure encore après, sont arrivés des autobus. Vous savez, les autobus à Impérial. On nous a embarqués dans ces autobus et nous nous sommes retrouvés 2-3 heures après à Pithiviers. Pithiviers, c'est dans le Loiret, pas loin d'Orléans. Pithiviers, bon, ce n'était pas Auschwitz, bien sûr. Ce n'était pas Birkenau non plus. C'était quand même un camp où on ne nous donnait rien à manger. Vous entendez lorsque je dis rien. Ça veut dire presque rien. Le presque rien veut dire aussi que le matin, nous avions juste un bol d'eau chaude appelé café. J'ai dû copier ça sur Auschwitz, parce qu'à Auschwitz, c'était la même chose. Un petit morceau de pain. À midi, une soupe de rutabaga, immangeable. Le soir, un petit morceau de pain, avec, je me rappelle, soit un petit bout de fromage, soit un bout de saucisson. Est-ce que, à la salle Japy ou à Pithiviers, vous saviez ce qu'on vous reprochait? Ce qu'on nous reprochait d'être juifs. Est-ce qu'on vous l'a dit? Bien sûr, on était que des juifs, on a vite compris que, écoutez, il n'y avait pas un chrétien entre nous. Non, mais est-ce qu'il y a eu un interrogatoire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Il n'y avait pas eu d'interrogatoire, on ne nous demandait pas notre opinion, on ne nous demandait rien, on nous a simplement pris nos cartes d'identité, qu'on nous a plus rendues. Et sans nous annoncer ce qu'on allait faire, ni où on allait, ni rien, ils ne nous parlaient pas. Nous étions un troupeau de bêtes qu'on emmenait à l'abattoir. Ce qui vous reprochait, vous l'avez déduit du fait que vous étiez uniquement entre juifs. Mais oui, c'est uniquement parce que nous étions juifs, uniquement parce qu'arrivé à Pithiviers, il n'y avait pas un Allemand, monsieur, pas un Allemand. C'est pour ça que je vous parle aussi bien de la gendarmerie française. Nous avons été reçus directement par les gendarmes français, le chef des gendarmes, qui était un capitaine, nous a dit « Vous êtes ici, entrez, vous devez obéir à nos ordres, vous n'avez aucun droit, aucun colis, rien. Vous vivrez de la ration que nous vous donnons. N'essayez pas de vous évader. Celui qui essaiera de s'évader sera tué sur place. Et au meilleur des cas, si on l'attrape,
au milieu de l'évasion, il ira en prison. Alors la prison, c'était des tôles ondulées en plein soleil, ça arrondi, des tôles ondulées, et on vous mettait là-dedans en plein soleil, et vous deviez rester le temps que ça plaisait aux gendarmes français. Donc vous voyez que la collaboration marchait très bien. Lorsque les Allemands parlaient de collaboration, ils savaient de quoi ils parlaient, croyez-moi. Croyez-moi. Vous savez, il y a eu... vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous n'avez pas connu cette époque. Il y a eu à cette époque une espèce d'asservissement des Français, de la plupart des Français, je ne veux pas dire de tous les Français, de la plupart des Français envers les Allemands, comme si les Allemands étaient des dieux et eux les serviteurs de Dieu. À côté de ça, je dois vous dire également qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont eu le courage de cacher des Juifs et surtout des enfants juifs. Beaucoup de Juifs ont été cachés par les Français. Pour vous donner un chiffre, il y a eu 72 000 Juifs déportés de France. Les Juifs en France comptaient à peu près 300 000. Certains qui avaient de l'argent ont pu s'échapper vers l'Angleterre, vers l'Amérique. Mais malheureusement, les Juifs, pas beaucoup avaient de l'argent. Donc ils ont bien été quelque part. Où ont-ils été? Comme le cas de mon beau-père et de ses frères, ils se sont échappés, ont fait la route jusqu'à la frontière espagnole et ils ont été accueillis par Franco en Espagne. Le vilain, le méchant Franco accueillait les Juifs et refusait de les rendre aux Allemands. Alors que les gentils gendarmes français se mettaient à la disposition des Allemands. Alors vous savez, quand on nous parle à nous, qui avons connu cette époque de l'affreux Franco, bien, nous on ne peut pas le trouver tellement affreux que ça. Il a sauvé des dizaines de milliers de Juifs. D'autres ont été cachés par des familles françaises, anticollaborationnistes. Toujours est-il que sur les 300 000 Juifs que comptait la France, seulement 72 000 ont été déportés. Voilà. Pithiviers, ça a duré combien de temps pour vous? Alors Pithiviers a duré du 14 mai 41 au 27 juillet 42. Voilà. Le 27 juillet 42, pour parler toujours de Pithiviers, bon, il faut vous dire aussi que, personnellement, et beaucoup d'autres d'ailleurs, pouvaient s'échapper de Pithiviers assez facilement. Malgré les menaces des gendarmes, vous savez, le premier qu'on tire dessus, non. Tout ça, c'était des paroles. Vous avez essayé? Comment? Vous avez essayé de vous évader? Non, pas moi. Mais il y avait une baraque à Pithiviers qui était la baraque numéro 1, qui était accolée presque aux barbelés. Vous savez, les barbelés, il y avait 2 rangées de barbelés espacées d'environ 1,20 m. Et au milieu de ces 2 rangées de barbelés, il y avait d'autres barbelés, des piles de barbelés, pour que personne ne puisse marcher dessus. Comprenez? Il y avait donc cette baraque, numéro 1, dont je vous parle. Cette baraque était accolée presque à la première rangée de barbelés. Et alors, ceux qui ont voulu s'échapper, parce qu'il y en a eu, ont trouvé une planche, ont mis sur le toit de la baraque. L'autre partie de la planche dépassait de l'autre côté des fils de fer barbelés. Les gens montaient donc sur le toit de la baraque la nuit et partaient. Comme ça, ils s'échappaient. C'était les premiers jours. Ensuite, il faut vous dire que la surveillance, qui était extrêmement dure à Pithiviers au départ, s'était relâchée. C'était relâché parce que les gendarmes, peut-être ont-ils compris que ce qu'ils faisaient n'était pas très propre, mais la surveillance s'était relâchée. Moi, j'étais devenu chef des pompiers
Il n'y a jamais eu d'incendie à Pithiviers, mais enfin, j'étais quand même chef des pompiers. J'avais donc un coin de baraque où j'avais 2 extincteurs, enfin des petits trucs, vous savez, de rien du tout. S'il y avait un feu, vous savez, hein, c'est pas moi qui sauvais le camp. Mais j'étais devenu chef des pompiers. À ce titre-là, j'avais ce qu'on appelait un laissez-passer permanent. C'est-à-dire que je pouvais sortir du camp et rentrer dans le camp lorsque je voulais. Mais on m'avait déjà posé la question, pourquoi je ne me suis pas évadé? Eh bien, je vais vous répondre simplement ceci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis un homme droit. Moi je connais le respect de la loi, marcher droit et ne jamais chercher à me dévier. Je n'avais pas de papier, puisque nos papiers nous ont été pris déjà à Japy. Et j'ai réfléchi lorsque je suis sorti la première fois dehors, sans être accompagné. J'ai eu l'idée de m'échapper. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de papier. La gare de Pithiviers doit certainement être surveillée, puisqu'il y avait le camp. Si on me demande mes papiers, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire? On me mettra dans un endroit beaucoup plus dur que Pithiviers. Dans une prison. Donc, vous voyez pourquoi je ne me suis pas échappé pour la chose la plus simple possible. Pas de documents. À quoi occupiez-vous vos journées au camp? Vous êtes resté plus d'un an là-bas. À Pithiviers. Pendant plus d'un an. À Pithiviers, bon. Il y avait d'abord le nettoyage des baraques, le nettoyage du camp. On me faisait, par exemple, refaire des baraques qui n'étaient pas encore occupées, dans, bien sûr, l'intention de remplir toutes ces baraques. Alors, on travaillait donc un peu de menuiserie, un peu de ci, un peu de ça, un peu on s'ennuyait, un peu on jouait au football, un peu... Bon, si vous voulez, on ne peut pas dire que Pithiviers, à franchement parler, ait été un camp très dur. Non. Et qu'est-ce que vous faisiez? Ben, je vous dis, c'était très difficile de dire ce qu'on faisait à Pithiviers. On jouait aussi bien aux cartes qu'on travaillait à des petites corvées. Et même, il y a eu, au bout d'un certain temps, si vous voulez, une offre de la part des gendarmes de Pithiviers en demandant si parmi nous il y avait des gens pour aller travailler en Sologne, dans des fermes, escortés bien sûr par des gendarmes. Des gens sont partis, travailler en Sologne, j'aurais bien été également, mais il courait un bruit, vous savez, dans les camps, ce qu'il y a de particulier. Je vais encore dire un mot un peu déplacé, on appelle ça la radio chiotte. C'est-à-dire, il se produit une chose, c'est que, sans savoir d'où viennent les nouvelles, des nouvelles fusent de tous les côtés. Et alors on racontait donc qu'en Sologne, on attrapait rapidement le typhus, parce qu'il y avait un tas de moustiques qui propageaient des maladies. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai dit, moi je n'y vais pas. Je ne suis donc pas parti, je suis resté toujours au camp de Pithiviers. Aviez-vous des nouvelles de votre famille? Eh bien voilà comment ça s'est passé. Au début, lorsque nous étions à Pierre-Quesnot. Oh, pas encore. Excusez-moi, à Pithiviers. Nos familles ont rapidement appris où nous étions. Parce que les bus qui revenaient, bon, les chauffeurs ont dû parler, et ça s'est vite propagé que nous étions à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande. Et environ 2 jours après que nous soyons arrivés à Pithiviers, les femmes ayant appris où nous sommes, se sont massées derrière les barbelés de Pithiviers et ont essayé de nous envoyer à manger. Mais ces braves gendarmes, toujours aussi gentils, à coups de pied dans le ventre aux femmes, et il y avait des femmes enceintes, à coups de pied dans le ventre, les ont chassé des barbelés. C'est-à-dire qu'elles ont tout juste eu le temps de jeter 2-3 morceaux de pain par-dessus les barbelés, et on n'a pas pu avoir à manger. Du moins, la nourriture qu'ils apportaient. Et les femmes n'ont pas pu vraiment jamais s'approcher des barbelés. En ce qui me concerne, j'ai eu une grande chance.
Comme je vous l'ai dit, nous étions surveillés au départ par les gendarmes. Ensuite, ceux-ci ont été remplacés, parce que ces braves gendarmes sûrement devaient faire très très bien le travail des Allemands. Donc, on les a remplacés par des douaniers. Pourquoi des douaniers? Parce que les Allemands ayant occupé la France, il n'y avait plus de raison d'avoir de douaniers. Vous comprenez? Parce que d'un côté, vous aviez les Italiens, de l'autre côté, les Allemands, plus besoin de douaniers. Donc, les douaniers ont remplacé les gendarmes. Parmi ces douaniers, je me suis lié presque d'amitié, une amitié payante, bien sûr. Mais disons que j'étais déjà heureux, comme ça, avec un douanier. Et ce douanier, à l'époque, je n'étais pas encore chef des pompiers, n'est-ce pas, je n'avais pas de laisser-passer. Et ce douanier, quand j'avais besoin de quelque chose, alors donc ce douanier me sortait avec lui dehors. Alors ça se passait comme ça, il y avait un gendarme à la sortie, il donnait donc son numéro de douanier et mon nom à moi, et il disait « nous partons pour X temps ». Et ce douanier était tellement devenu ami avec moi que un jour, il a dit « tu sais, si tu veux faire venir ta femme, la voir, je vous recevrai chez moi dans l'appartement, tous les deux. » Vous étiez marié à l'époque? Oui, oui, j'étais marié. Je me suis marié en 40, en septembre 40. Et en effet, j'ai pu voir à plusieurs reprises ma femme, chez lui, à la maison. Ce qui me redonnait un peu de courage, parce que de voir un peu les miens, et surtout que mon frère, comme je vous l'ai dit, était à Bonne-la-Rolande et moi à Pithiviers. Et grâce à ce douanier également, j'ai pu faire venir mon frère de Bonne-la-Rolande à Pithiviers pour que nous soyons ensemble. Comment expliquez-vous que vous et votre frère vous ayez été arrêtés en raison de vos origines, mais pas vos parents et pas votre femme? Parce qu'ils n'arrêtaient à ce moment-là que les jeunes. Jusqu'à, je crois que c'était 40 ou 45 ans. Mes parents avaient 51 ans. Et votre femme? Ma femme n'a pas été arrêtée parce que française. Juive? Juive, mais française, née à Paris et tout. Bon, on n'arrêtait pas les Français à cette époque-là. On n'arrêtait que les Juifs étrangers. Voilà pourquoi j'étais arrêté seul avec mon frère. Donc il a fait venir mon frère et on a entretenu de très bonnes relations avec ce douanier jusqu'au jour, bien sûr, où les douaniers ont été également changés et on nous a fait venir des auxiliaires pour nous garder. Qu'est-ce que c'était que ces auxiliaires? C'était des petits vieux à qui on avait mis un uniforme kaki avec un béret comme les chasseurs alpins. Mais comme ça, ils trouvaient un travail. Ils étaient beaucoup moins méchants, bien sûr, que les gendarmes, mais c'était quand même pas la crème non plus. Parce qu'à cet âge-là, quand on vous donne une responsabilité, on se croit presque le bon Dieu, vous comprenez? Bon, et comme ça a duré jusqu'au mois de juillet, 27 juillet 1941. Voilà. 41 ou 42? 42, excusez-moi, 42. Je suis à 41, moi. Donc vous avez passé 42. plus d'un an à Pithiviers. On a passé un an et 3 mois dans ce camp de Pithiviers. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en juillet 42? Alors en juillet 42, d'un seul coup, aucun interné n'avait plus le droit, même accompagné d'un gendarme ou quoi que ce soit, de sortir dehors. Parce que je dois vous dire que malgré que le douanier soit parti, mon douanier, je m'étais lié ensuite avec un gendarme qui n'approuvait peut-être pas tellement le comportement de ses collègues. Ce gendarme me servait de boîte à lettres entre ma femme et moi. Il allait voir ma femme,
à la maison, me rapportait des nouvelles de ma femme, des lettres de ma femme, et sortait les lettres que moi je lui donnais, aussi bien à moi que des lettres de mes copains. C'était le seul gendarme que j'ai connu humain. Donc, au mois de juillet 1942, plus de gendarmes qui avaient le droit de sortir avec un déporté, un interné, plus de faveurs, plus rien, blackout total. Et là-dessus, la cloche se met à sonner. Quand elle sonnait, c'était, il fallait se mettre devant les baraques pour nous compter. On rentre devant les baraques. Et alors, on se met donc devant les baraques, et nous voyons arriver 2 Allemands. Ça nous a tout de suite fait un choc, parce qu'on n'avait jamais vu d'Allemands à Pithiviers. Jamais. Et arrivent donc nos amis gendarmes, avec des listes. Nous allons appeler les noms de ces listes. Ceux qui sont cités doivent sortir des rangs et se mettre ici. Dans toutes les baraques, la même chose, la même phrase. Alors il commence à appeler. On appelle mon frère. On appelle d'autres, bien sûr. Et pas moi. Alors pourquoi pas moi? Parce que ma femme était française et que j'avais un enfant déjà français. Donc je n'étais plus, si vous voulez, comme les autres, plus dans le même panier. On déportait d'abord les juifs qui étaient étrangers. Alors, je me suis précipité vers le gendarme. Je dis, mais écoutez, c'est mon frère, on ne s'est jamais séparés, laissez-moi partir avec lui. Elle dit, non, il m'a repoussé tout de suite. Non, non, rentrez dans les rangs. Bon. Ils ont tout de suite été embarqués dans des trains qui stationnaient. Vous savez qu'à Birkenau, j'avais fait le camp de Birkenau à proximité des lignes de chemin de fer. Ça avait été pensé déjà à l'époque pour la déportation. La ligne de chemin de fer entrait à l'intérieur du camp de Pithiviers et s'arrêtait juste au poste de gendarmerie qui était là. On a fait donc monter tous ceux qui venaient d'être appelés dans ces trains. Et les trains, presque aussitôt, se sont mis en route. Le camp s'est trouvé presque entièrement vide. Alors, je ne vais pas vous raconter quelle a été ma détresse, on peut dire, d'être séparé de mon frère, et surtout aussi de voir ce que nous allions devenir, parce qu'on commençait à voir, à entrevoir plutôt, pourquoi nous étions à Pithiviers. Le train est parti. Le lendemain, sont arrivés d'autres déportés pour remplir la place de ceux qui sont partis. Et la surveillance du camp est devenue beaucoup, beaucoup plus dure. C'était au mois de juin. Je vous ai dit juillet, c'était juin. Parce que là où mon frère est parti, c'était au mois de juin. Juillet, c'était moi. 3 semaines après, au mois de juillet, de nouveaux rassemblements. Et il n'y avait plus de juifs français, ni de juifs allemands, ni de juifs de là ou de ci. Ils ont vidé le camp entier. Nous étions entassés à 110 par wagon, avec des wagons entièrement fermés, des wagons de marchandises. Vous savez, 40 hommes ou 8 chevaux en long. Et dans ces wagons, il n'y avait rien. Pas de toilette. Les fenêtres grillagées avec des fils de fer barbelés. Aussitôt entrés dans les wagons, plombés, fermés. Et au lieu d'avoir des gendarmes avec les wagons, c'était tout de suite les SS.
SS Armée. Et presque aussitôt, je dois vous dire, le train s'est mis en marche. Nous étions, je vous rappelle, au mois de juillet 1942. Le train s'est mis en marche par une chaleur torride. Et chacun de nous, ayant emmené, comme les gendarmes nous ont dit, juste une journée de provisions, il ne fallait pas en emmener plus parce qu'ils regardaient dans les sacs, hein, pas dans tous, mais ils attrapaient, ils fait voir ce que tu as dans le sac. Bon. Donc on n'avait emmené que très peu à manger, très peu d'eau. Avec la chaleur torride qui régnait dans le wagon. La sueur qui nous coulait de partout. Le litre d'eau qu'on avait emmené n'a pas fait long feu. Vous décrire ce voyage me faudrait beaucoup de temps. Et surtout compter les morts qui ont été étouffés, littéralement étouffés dans le wagon. Les gens d'un certain âge n'ont pas tenu longtemps. Dans le wagon, quand vous y étiez, vous saviez où vous vous rendiez? Non. Je vous le dis, jamais, jamais. Nulle part, ni en France, ni en Allemagne, ni dans les camps. Lorsqu'on nous emmenait quelque part, nous ne savions où nous allions. Mais là, est-ce que vous pensiez que vous alliez en Allemagne? Non, là, oui, ça oui. Parce que, si vous voulez, ce qui courait dans le camp, le bruit qui courait dans le camp, était que nous allions travailler en Allemagne. Mais on avait, vous savez, un funeste pressentiment, parce qu'on se disait quand même, on n'était pas tout à fait idiots. On se dit, si c'est pour aller travailler en Allemagne, pourquoi nous mettons dans de telles conditions pour mourir? Si c'était pour aller en Allemagne travailler, on nous soignerait un peu autrement pour qu'on arrive en bon état pour travailler. Dans le wagon, il y avait des gens âgés et des enfants? Non, non. Dans le camp de Pithiviers, lorsque nous avons été déportés, il n'y avait ni femmes, ni enfants. Il n'y avait que des hommes dans ce premier convoi. Les femmes ont été déportées avec des enfants dans le convoi suivant. Donc, comme vous étiez uniquement avec des hommes de votre âge à peu près, vous pouviez penser que c'était pour travailler? Non, il y avait aussi des vieux. Parce que dans le camp, on n'enfermait pas les gens d'un âge à un autre. Non, non, non. Mais les vieux, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas les faire travailler dans ce cas-là? Mais je vous l'ai dit, on avait un pressentiment funeste. On s'est dit, non seulement parce qu'il y avait des vieux, mais de voir qu'on nous enfermait à 110 par wagon et que les gens mouraient comme des mouches là-dedans, on s'est dit, c'est quand même pas pour aller travailler qu'on nous traite comme ça. Est-ce que vous ou vos amis, vous avez songé à vous évader du train? Oui. Mais seulement, je ne sais pas si il vous est arrivé un jour d'inspecter un wagon de marchandises. Vous savez, le sol est tenu sur des barres de fer qui sont sous le wagon avec des vis. Donc les têtes sont semi-rondes. Vous ne pouvez même pas avec une pince dévisser. Donc on a vite vu que ce n'était pas possible. On ne pouvait pas s'évader de ces wagons. D'ailleurs, les SS, avant de nous enfermer là-dedans, pensaient bien qu'ils ont eu l'idée qu'on allait s'évader, ou de moins essayer de s'évader. Donc ces wagons étaient bien inspectés pour voir qu'il n'y avait pas moyen de s'évader. Et dans le train, il y avait des... Je ne sais pas si ça existe encore, ça, je ne crois pas. Mais à l'époque, il y avait des wagons où il y avait, vous savez, sens marche du train, il y avait des espèces de petits miradors où se mettait une personne, c'était peut-être à l'époque des mécaniciens, je ne sais pas quoi. Mais enfin, il existait à cette époque, dans des wagons, pas tous, une espèce de mirador sur le toit, les SS se mettaient là-dedans et surveillaient, parce que personne, malgré les précautions qu'ils ont prises, que personne ne puisse s'évader du train. Et en effet, personne n'a jamais pu s'évader de ces trains. Il y a eu des trains par la suite dont on a pu s'évader. C'est peut-être pas les mêmes. Peut-être par la suite, parce qu'il y a eu tellement de déportations par la suite, ils ont peut-être pris des wagons qui étaient un peu moins sécurisés que les nôtres, que les premiers.
Votre voyage de Pithiviers à une destination inconnue, dont on va parler après, a duré combien de temps? On a voyagé donc pendant à peu près, ça devait faire dans les 4 à 5 jours. Vous savez, le temps nous échappait, parce que nous ne voyions qu'une chose. Nous voulions boire, au moins boire, même si on n'avait pas à manger, au moins boire un petit peu. Le train s'est arrêté à plusieurs gares en France. Je me souviens surtout de Châlons-sur-Marne. Alors par la lucarne grillagée, il y avait des gens qui étaient sur les quais, qui nous regardaient, à qui on avait fait croire que nous étions des bandits. Des bandits qu'on emmenait en Allemagne pour travailler. On les suppliait de nous donner un peu d'eau. Pas un Français n'a bougé. Pas un. Dans les mémoires que j'ai écrits, je parle de cet événement. Mais pour ne pas trop froisser les Français, je disais qu'il y avait des sentinelles allemandes qui empêchaient qu'on nous apporte de l'eau. Ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas de sentinelles qui empêchaient qu'on nous apporte de l'eau. Les Français eux-mêmes ne nous ont pas donné une goutte d'eau. Pas une goutte d'eau. Ensuite, bien sûr, ça a été Verdun, ça a été l'Allemagne. Mais sans une goutte d'eau toujours. Des gens mouraient dans le wagon de soif et de chaleur. Vous pouviez voir à travers le grillage le nom sur le quai, le nom de la ville, mais vous pouviez entendre aussi, il y avait le haut-parleur qui disait dans quelle ville vous étiez? Mais non, mais vous savez bien que dans les gares, il y a des panneaux, vous êtes là à tel endroit, Verdun, Châlons, et tout le long de la route. Même maintenant, dans les gares, vous avez partout des panneaux lorsque vous arrivez dans les Donc gares. vous avez passé l'Allemagne? Quand on est passé en Allemagne, bon, on a vu qu'on était en Allemagne, mais comme on savait que nous allions en Allemagne, ça ne nous a pas plus surpris, si vous voulez, ni consolé de voir qu'on était en Allemagne. Et puis ça a continué. Et ça a continué jusqu'à ce qu'on arrive à Birkenau. Et là, vous vous êtes dit, je retourne finalement du pays dont je suis parti. Oh, c'est pas ces pensées-là qui m'assaillaient. Je m'en foutais pas mal du pays d'où je suis parti, vous savez. Ce n'est pas ces pensées-là qui m'assaillaient. Ce qui m'assaillait, monsieur, c'est qu'à peine arrivé en gare de Birkenau, nous sommes arrivés au petit jour, il faisait encore noir. La gare était très violemment éclairée. Les wagons ont été déplombés, les portes ouvertes. Et à coups de crosse de fusil, les Allemands sont entrés dans le wagon pour nous pousser dehors. Ça, écoutez, c'est pas dur. Quel que soit le geste qu'on faisait, à partir de là, c'était toujours à coups de crosse de fusil. C'était toujours schnell, 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 vite, vite, vite. La première vision de Birkenau, est-ce que c'est une vision, comme d'autres l'ont décrit, d'une sorte de maison de fous où tout le monde hurle, où les chiens aboient sans arrêt? Absolument, absolument. C'était une maison de fous. Les chiens aboyaient, nous sautaient dessus. Les SS gueulaient. Et on a fait descendre tout le monde. Alors on a voulu prendre nos bagages. Nein! Kein Bagage nicht. Vous parliez l'allemand? Oui, je parle assez bien l'allemand. Mais à l'époque, vous le parliez? Non, Vous l'avez appris là-bas? j'ai appris là-bas. J'ai même appris à parler le polonais un peu. Parce que je ne savais pas parler du tout le polonais. J'ai même appris parce que comme nous étions dans tous ces camps-là, commandés plus par les Polonais que par les Allemands, on était donc obligé d'apprendre le langage. Je vous reparlerai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des Polonais. Alors, vous arrivez à Birkenau, nous sommes à quelle date? Nous sommes arrivés à Birkenau, donc nous sommes partis d'Auschwitz, c'était le 27 juillet. Nous sommes arrivés à Birkenau, ça devait être vers le 2, le 1er ou le 2 août. Donc vous êtes parti donc de Pithiviers, pas d'Auschwitz. Oui, de Pithiviers. À force d'avoir fait tous ces camps-là, je mélange un peu. Donc, Pithiviers, nous sommes donc arrivés à Birkenau vers le 1er de août. Vous savez 42. 42. Alors, la réception était celle que je vous ai dit. Il n'y a qu'une chose
qu'il n'y a pas eu ce jour-là les femmes à gauche, les hommes à droite, parce qu'il n'y avait pas de femmes avec nous. Il n'y avait pas non plus avec nous ce triage qui consistait à demander « Wer von euch ist krank ?» Qui parmi vous est malade? Parce que les malades qui se déclaraient étaient tout de suite mis de côté et directement dirigés vers la chambre à gaz. Ce jour-là, je vous le ai dit, la veille, il y avait eu 1000 morts au camp de Birkenau. Il fallait donc remplacer les 1000 morts. Comme notre convoi se composait de 900 et quelques personnes, tout le monde est entré au camp. Sans qu'il y ait eu de distinction entre malades, non malades, vieux, jeunes. Bien. Une fois entrés au camp, nous sommes accueillis par le fameux Rudolf Hess, pas le Rudolf Hess qui est au gouvernement nazi, mais des Rudolf Hess, il y en avait plus d'un. Et puis notre commandant du camp s'appelait également Rudolf Hess. Je vais vous le décrire tout de suite en 2 mots. Moi je ne suis pas grand, mais c'est un petit bonhomme qui m'arrivait là, avec bien sûr habillé en SS. La méchanceté se lisait sur son visage. Et nous a fait rassembler, donc, mettre en rond, et est arrivé donc ce Rudolf Hess. On a observé. Wer von euch spricht Deutsch? Qui parmi vous parle allemand? Alors, comme il y avait, vous savez bien que des Juifs allemands ont fui l'Allemagne, sont réfugiés en France. Ils ont été pris à Pithiviers, donc il était dans ce groupe. Bon, il est sorti des rangs, et puis il a dit, moi, bon. Il a dit, tu vas traduire ce que je veux dire. Alors, vous savez, ce qu'on a vu, la première chose, en rentrant dans ce camp de Birkenau, c'était une espèce de haute cheminée, très haute, d'où jaillissait de la fumée avec des flammes. Alors on a eu vite l'explication. Alors voilà le discours de bienvenue de M. Rudolf Hess. Ici, vous êtes entrés par cette porte-là. Et il nous montre la porte par laquelle nous sommes arrivés. Et vous sortirez par la cheminée là-bas. Personne de vous ne sortira vivant de ce camp. Vous pouvez prolonger votre vie uniquement qu'en obéissant strictement aux ordres qui vous seront donnés par les SS, par les Vorarbeiter, les capots et les Blockeltester. Ça veut dire Blockeltester, chef de bloc. Capot, chef du travail. Sturmdienst, les aides du chef de bloc. Et il nous a tous regardés, je me souviens, comme ça. Ihr Scheißjuden, juif de merde. Ihr werdet alle kaputt sein. Vous êtes tous crevés. Et puis il est parti. Suite à ça, rassemblement par 5, et on nous dirige vers une baraque. Il faut vous dire qu'à Birkenau, toutes les baraques étaient noires. Toutes, peintes en noir, en bois. Elles étaient longues d'environ, à mon avis, une trentaine de mètres. Et elles étaient toutes semblables. On nous dirige donc vers une baraque, où nous sommes accueillis par un SS, qui commence à nous dire « Tout ce que vous avez dans les poches, objets de valeur, déposez ici, y compris les alliances. » Alors les gens, bon... Il y avait des gens qui avaient emmené des pièces d'or. Beaucoup de ce qu'on appelait les cochonnets. Les cochonnets, c'était des roubles en or qui avaient cours à cette époque-là, beaucoup en Europe. Et tout le monde a dû déposer tout ce qu'ils avaient. Quelques-uns ont essayé donc de garder 1 ou 2 pièces, parce que l'or, ça sert toujours n'importe où.
Quand ils étaient attrapés, je vais mieux vous dire qu'ils passent un très très vilain quart d'heure à vouloir cacher une pièce en or. Parce que pour eux, vouloir cacher une pièce en or, c'était Fluchtverdertig. C'est-à-dire tentative d'évasion. Donc, nous voilà devant ce type qui nous dépouille de tout, et on sort donc de cette baraque, on nous fait rentrer dans une autre baraque, où nous sommes tondus par des coiffeurs plus ou moins coiffeurs de métier. Nous sommes tondus de la tête aux pieds. Pas un poil reste sur nous. Tout ras. Après donc cette petite toilette, on nous emmène vers les blocs où nous devions être, où nous devions dormir, habiter, disons loger, en un mot. Alors, on nous emmène donc vers ces blocs. Moi, j'atterris dans un bloc numéro 15. Le tatouage intervient avant ou après? Les tatouages sont intervenus tout de suite après que nous sommes rentrés dans les blocs. Je crois que c'était le lendemain. Le lendemain, on ne travaillait pas. La journée se passait uniquement à nous enregistrer et à nous tatouer. Nous étions tatoués par des déportés qui avaient une bouteille d'encre de Chine devant eux. On était debout, hein, et qui trempaient une plume dedans, une plume en fer. Toc, 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 toc. Vous pouvez voir, c'est des petits points. Que des petits points. Vous pouvez me le montrer? Bien sûr. C'était douloureux? Hein? C'est douloureux? Ben, c'était pas très bon, parce qu'ils enfonçaient assez profond pour que jamais on ne puisse les effacer. Voilà. Oui, 48 914. Il y avait quelqu'un qui notait le numéro avec votre identité en face? Oui, oui, il y avait évidemment, je vous l'ai dit, nous étions donc accueillis le lendemain par des déportés qui avaient devant eux des cartes où on nous enregistrait sur les cartes avec le numéro qui nous a été donné. On était d'abord tatoués, après enregistrés. Quand on vous a fait ça, ça vous a fait quoi? Ça m'a fait l'effet d'être un chien qu'on tatouait. À partir de ce moment-là, j'avais perdu toute personnalité. Je me suis dit simplement ceci, je ne suis plus un homme, je suis devenu une bête. C'était, je crois, un peu l'idée de tous ceux qui étaient là. Parce que l'accueil était fait de telle manière que justement, l'être humain perd toute notion d'être humain. Qu'il ne soit plus un être humain, qu'il ne soit plus qu'une bête, obéissant aux ordres qu'on lui donnait. Toute personnalité devait disparaître. C'était très très étudié leur camp, vous savez. Dans sa brutalité, on doit dire que c'était très très étudié, comme seuls les Allemands savent faire. Vous savez que ce sont des gens très méthodiques, les Allemands, très très méthodiques. Rien n'est fait chez eux au hasard. Tout est pensé d'avance. Donc... Installation au bloc. Oui, voilà. Donc nous sommes au bloc. Vous décrire l'intérieur de ces blocs, j'essaie de les décrire en écrivant mes mémoires, en allant dans les écoles où je racontais la déportation, en racontant à ma femme. Il est impossible de décrire ces blocs. Je vais essayer de vous donner une idée de ce que c'était que ces blocs. Les blocs étaient donc entièrement noirs en bois, d'une longueur d'à peu près 30 mètres. De chaque côté sur les deux, j'appellerais ça les parois du bloc, sur toute la longueur, ils avaient fait des chialis. Qu'est-ce qu'un chiali? Un chiali, c'est dans toute la longueur des planches. Alors, il y avait d'abord le rez-de-chaussée, qui servait à empiler les morts de la nuit. Après, les camions venaient les chercher pour les emmener à brûler au four crématoire.
Ah, donc, le rez-de-chaussée. Il y avait ensuite, disons, il n'y a pas d'autre mot de dire que du premier étage. Ensuite, il y avait le deuxième étage, qui, lui, arrivait presque à ras du toit de ces baraques, qui n'étaient pas hautes. Vous avez déjà vu des baraques en bois comme ça. C'est pas très haut. Voilà comment étaient les baraques. Alors, de chaque côté, donc, ces chialis. Sur ces chialis, ils avaient mis un peu de paille, pour qu'on ne soit pas à même le bois. Un peu de paille, c'était pas très épais, croyez-moi. Et il y avait une vieille couverture sale, trouée, pour 3. 3 personnes devaient se couvrir avec cette couverture. Pourquoi 3? Parce que la couverture n'aurait pas pu couvrir 3 ennemis. Et le coucher était, non pas qu'on était séparés, on était entassés les uns sur les autres. Vous savez, une baraque comme ça contenait environ 1000 déportés. Chaque baraque avait 1000 déportés à peu près. Donc c'était des deux côtés. Et le sol était en terre battue. Aucune hygiène. Rien. Pas d'eau. Surtout pas d'eau. Dans tout le camp de Birkenau, il n'y avait pas un seul point d'eau où on pouvait, je ne parle même plus de me laver, mais boire. Boire. Et je vous rappelle que nous étions au mois de juillet. Et en Pologne, les saisons sont en hiver très très froid, en été très très chaud. Donc nous sommes entassés dans ce bloc. Arrive le bloc Eltasta, le chef du bloc. Un grand Polac, près de 2 mètres de hauteur. Un type carré comme ça. Qui déjà au départ nous dit: bande de 16 juifs, je vais vous apprendre à vivre. Quand vous étiez libre, vous faisiez du trafic. Je ne disais pas qu'on faisait du commerce, du trafic. Ici, pas de trafic. Ici, vous allez travailler. Ici, vous allez crever. Pas un juif ne sortira d'ici. Vous voyez un peu les discours que nous avions dès que nous sommes arrivés. Bon, donc, si vous voulez, on est dans ce bloc. On ne travaille pas la première journée. La première journée, on est tatoué. On fait nos cartes d'identité. Parce que c'était toujours bien organisé. Tout le monde devait être référencé. Il devait savoir qui était un tel. Bien. Alors, ces fiches d'identité, comme je vous l'ai dit, étaient faites par des déportés qui étaient assis. Il y avait une rangée donc de tables, des chaises derrière, des déportés assis derrière, qui eux faisaient les fiches. Ça arrive mon tour. Oui, ma mère m'avait dit, lorsque j'ai été interné à Pithiviers, ben, je reviens en arrière. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais revenir souvent en arrière. M'avait dit surtout, si on te demande si tu es malade, dis que tu es malade des poumons. Voilà pourquoi je fais cet intermède, parce que j'arrive donc devant le gars qui avait les fiches et qui notait les déportés. Il me dit nom, prénom, d'où viens-tu, adresse, tout ça, bon. Est-ce que tu es en bonne santé? Je dis non, moi je suis un malade. Le type me regarde, et puis il me dit, tu es en bonne santé? Je dis non, je suis malade. Il me dit, je te dis que tu es en bonne santé. Alors je me suis dit, il y a quelque chose. Je dis, oui, je suis en bonne santé. Après, j'ai appris que s'il avait marqué sur la fiche que je suis malade, j'étais immédiatement dirigé vers la chambre à gaz. Est-ce qu'à l'époque, c'est-à-dire au début de votre arrivée à Birkenau, oui, tout de suite. Vous parliez entre vous de chambre à gaz et de four crématoire? Non, on ne savait pas. Qui aurait pu imaginer ça? Mais si on avait imaginé ça, donc ça aurait été dans les trains. Et dans les trains, personne ne nous parlait. Ça aurait été donc à Pithiviers.
Mais l'homme qui vous a dit ne dis pas que tu es malade, lui, il savait que vous seriez condamné si vous étiez malade. Mais condamné à quoi? Non, attendez. Celui qui m'a dit ne dis pas que tu es malade, c'est celui quand j'étais déjà à Birkenau dans le camp. Oui, je parle de Birkenau. Oui. Donc à Birkenau, bien sûr, on savait bien qu'on n'était pas au paradis à Birkenau. Croyez-moi, c'était vraiment, on avait le moral à zéro, on savait qu'on allait mourir à Birkenau. Mais quand avez-vous découvert qu'il y avait des chambres à gaz? Mais aussitôt. Aussitôt. Dès que nous sommes arrivés à Birkenau. Parce que quand le commandant du camp nous a dit, vous voyez cette cheminée, vous êtes entrés par la porte et vous sortirez par la cheminée. Donc, cette cheminée qui brûlait jour et nuit, donc elle brûlait bien avec quelque chose. On s'est renseigné. Les autres déportés qui étaient là depuis un peu plus longtemps que nous ont dit, oui, il y a une chambre à gaz, on gaze les gens, puis on les brûle. Et pour brûler les gens, et pour gazer les gens, il y avait la Sonderkommando. Sonderkommando, ça veut dire commando spécial, qui était composé de déportés. Ces déportés savaient très bien qu'ils ne vivront pas longtemps. Parce que tous les 8 ou 10 jours, ils étaient gazés et brûlés. Pourquoi? Parce que mettez-vous un peu à la place de ces gens-là, qui la journée n'avaient qu'un seul travail unique, sortir des chambres à gaz, les gazer, des enfants en bas âge, des enfants un peu plus vieux, des femmes, des hommes, et les enfourner dans les fours crématoires. Vous croyez qu'un homme peut tenir avec ça? C'est pour ça que toutes les semaines presque, ils étaient à leur tour gazés. Dès qu'ils étaient rentrés dans les chambres à gaz pour sortir les cadavres, les portes se refermaient, on renvoyait une bombe à gaz à l'intérieur du cyclone B, et ces gens-là étaient tout de suite gazés également. Et tout ça, vous le saviez? Pardon? Tout ça, vous le saviez à l'époque? Non, pas quand je suis arrivé. On savait ce qui se passait, mais je ne savais pas les détails. Personne n'était là pour nous faire un cours d'histoire. Vous pensez bien. Non, mais on l'apprenait petit à petit. Par la rumeur du camp. Voilà, on apprenait petit à petit. Et je me souviens aussi d'un garçon athlétique, pas grand mais athlétique, un sportif. Il avait des épaules comme ça, une poitrine. Il avait été choisi à cause de sa carrière tout de suite pour le Sonderkommando. Et puis le soir, le Sonderkommando rentrait couché de retour dans le camp. Ils avaient une baraque à part pour eux. Et le Sonderkommando avait à manger tant qu'il voulait. Alors je guettais le passage. Quand je l'ai vu, je dis « T'as pas un bout de pain pour moi ?» Il me dit « Tiens, mais ne nous parle pas, t'as pas le droit. » En effet, on n'avait pas le droit d'adresser la parole au Sonderkommando. Et plus jamais, je ne lui ai demandé un bout de pain. De toute façon, je n'aurais pas pu lui en demander longtemps, parce qu'il a été gazé presque aussitôt aussi, lui. C'était, si vous voulez, l'ambiance du camp de Birkenau, que j'ai trouvé dès le début. Voilà. Vous avez été affecté à un travail particulier? Travail particulier, non. Ça se passait comme ça. Alors le premier jour, je vous l'ai décrit. Le lendemain, deuxième jour, à 5 heures, les cloches se mettent à sonner, debout. On est réveillé. La plupart du temps, les Sturmdienst, que je vous ai décrit, qui étaient les serveurs du chef de bloc, c'était un peu les... Comment les décrire un peu le serveur, si vous voulez, ou un autre mot. Bon, enfin, c'est eux qui faisaient les chambrées, si vous voulez, qui balayaient la terre pour que ce soit un peu plus propre, parce qu'il y avait du papier et tout. Bon, eux devaient tenir que la terre soit propre, à l'intérieur du bloc. C'était donc les Sturmdienst. Ils étaient chargés également de distribuer le matin et le soir. Alors le matin, ce qu'on appelait le café, qui était une eau teintée, et le soir, notre ration de pain
avec ce qui accompagnait la ration de pain, c'est-à-dire un petit bout ou on appelait ça du juif. Pourquoi du juif? Parce que c'était une espèce de pâte gélatineuse, et comme on tuait les juifs, on les gazait, on appelait ça du juif. Soit un petit bout d'un espèce de fromage. Et le pain par lui-même était un petit pain comme ça, le pain, ça de largeur, vous voyez. Et ça, c'était donné pour 4 pour toute une journée. C'était le soir. Donc, un des déportés était chargé de partager, un des déportés, c'est-à-dire du carré, qui recevait ce pain, de partager ce pain en 4, et malheur à lui si jamais se prenait une part plus grande. On la lui enlevait, il n'avait plus de pain. Il devait absolument faire des parts égales. Et le plus intéressant dans ce pain, c'était que ce pain était cuit en partie avec de la sciure de bois. Certainement, ça doit être un mélange d'une espèce de farine, ou du son, ou je ne sais quoi, mélangé avec de la sciure de bois. Et quand c'était mal cuit, on ouvrait le pain pour partager. La sciure de bois foutait le camp et il n'y avait plus rien à donner à manger. Voilà quelle était la ration, si vous voulez, du camp. À midi, c'était donc la soupe. La soupe était composée pour la plupart du temps du fond des bagages des déportés. Parce que nous avions des déportés qui n'étaient pas comme nous, qui n'avaient pas emmené qu'un pain pour un voyage d'une journée. Vous aviez des déportés qui arrivaient de Hongrie, qui arrivaient de Belgique, qui arrivaient enfin de presque tous les pays de l'Europe, et qui, eux, avaient pensé à emmener à manger. Donc cette nourriture qu'ils apportaient, qu'ils n'avaient pas mangé, parce que vous savez, dans ces wagons surchauffés, il n'y avait pas tellement d'appétit. Alors, ceci était, si vous voulez, ramassé par des déportés chargés de trier les bagages. On appelait ça le commando la package. Ah oui. De cette nourriture, oui, qu'on donnait pour 4. Bon, donc, si vous voulez, c'est un Polonais qui partageait donc la soupe du midi. Toujours un Polonais. Voilà comment était la soupe du midi. 2 déportés allaient chercher cette soupe à la cuisine. Vous avez 2 cuisines. Il y avait la cuisine des Häftlings. Les Häftlings, ça veut dire les internés. Et la cuisine SS. Ils allaient donc chercher le tonneau de soupe qui était toujours pour 100 personnes. C'était des tonneaux de 100 litres. Ils allaient chercher ça, où on leur donnait ce tonneau, avec, si vous voulez, de chaque côté du tonneau, il y avait 2 espèces de crochets en fer qui faisaient ça, chaque côté. On leur donnait donc à la cuisine 2 bâtons qu'ils enfilaient dans les crochets dans ces crochets de fer, soulevaient et allaient porter là où on distribuait la soupe. Le distributeur, appelant ça de la soupe, le polonais, avait une louche qui faisait 1 litre, parce qu'on avait le droit à 1 litre de soupe à midi. Ce litre de soupe était distribué dans ce qu'on appelait des gamelles qu'on organisait. Que veut dire le mot organisé? Le mot organisé au camp voulait dire voler. Parce que pour vous procurer une gamelle pour pouvoir manger la soupe, il fallait la voler. Sans ça, on avait des petits chapeaux qu'on appelait Mütze. Ces petits chapeaux rayés que vous voyez parfois dans les trucs de cinéma. Sans ça, ils prenaient leur manger dans le Mütze et comme des chiens, lapaient ce qu'il y avait dedans. Donc, distribution de soupe, le polonais à sa louche d'1 litre. Et on pousse devant les juifs pour recevoir la soupe les premiers. Pourquoi les premiers? Parce que comme dans tout liquide est solide, le solide descend toujours au fond.
le liquide reste en haut. Donc les premiers qui se présentent, qui sont poussés par des Polonais qui nous entouraient, ce sont les Juifs, qui reçoivent un bon litre d'eau chaude ou tiède. C'est ça le repas de midi. Quand arrive le milieu du tonneau, où se trouvaient, si vous voulez, les autres choses qui étaient composées de n'importe quoi, de tout ce qui se trouvait dans les bagages des déportés. Vous trouviez là-dedans aussi bien des peignes que des boutons, que des râteliers, n'importe quoi. Parce que les bagages des déportés où vous avez mis à manger étaient vidés dans l'espèce de cuisine, c'était des grandes cuisines, vous savez, comme dans l'armée, et on faisait avec ça les soupes. Mais quand même, avec ce qui, une fois on a extrait les boutons, les dentiers, tout ça, il restait quand même un fond. Et ce fond, c'était pour les Polonais, pas pour les Juifs. Les Juifs avaient le droit à l'eau chaude. Est-ce que la nourriture était ce qui préoccupait, pour l'essentiel, les déportés? Mais bien sûr, c'était ça qui nous préoccupait le plus. Pourquoi? D'abord deux raisons. D'abord parce qu'on avait toujours faim. Je ne peux pas dire que pendant très longtemps, je peux dire n'avoir pas eu faim ne serait-ce que 5 minutes. C'était le principal pour nous, la nourriture. D'abord parce qu'on avait faim. Deuxièmement, parce que c'est la seule chose qui nous permettait de résister un peu et de pouvoir travailler un peu. On travaillait forcé à coups de bâton, mais si on n'avait pas de nourriture, on n'aurait pas pu travailler du tout. Voilà à quoi nous servait la nourriture. Qui est l'être humain qui peut vivre sans nourriture? Et vous pouviez travailler dans des commandos malgré cette nourriture si faible? Vous savez, vous me posez des questions auxquelles je n'ai jamais pu répondre. Comme si vous me posiez la question, comment avez-vous fait pour sortir du camp? Je veux dire la même chose. Je n'en sais pas plus que vous. Comment tenez le coup? Tout d'abord, je vous répondrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui tenaient le coup plus de 2 ou 3 jours. Au maximum 4. Et vous avez tenu combien de temps? Moi, j'ai tenu combien de temps j'ai tenu? À Birkenau. Pendant plusieurs années. J'ai tenu d'abord une première période à Birkenau de 6 mois. Ensuite, j'ai été transféré à Auschwitz, qui se trouvait à 3 km de Birkenau. C'était le même groupe de camp. C'était le groupe de camp avec Yavushevitch, avec Yanina. C'était le même groupe de camp. Et donc, à Auschwitz, il y avait une très grande différence. À Auschwitz, c'était uniquement, comme je vous l'avais dit, la propreté. Mais en dehors de ça, le régime était le même, strictement le même. Vous comprenez? Il n'y avait pas d'amélioration d'un endroit à l'autre, ou d'une personne à l'autre. Il fallait, si vous voulez, avoir le loisir, ou la possibilité plutôt, d'organiser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot organiser voulait dire voler. Bon, moi j'ai trouvé une combine, c'est pendant qu'on allait chercher la soupe à midi, d'accompagner les porteurs de soupe, et je savais qu'à la porte de la cuisine, il y avait les épluchures de patates. Parce qu'il y avait des patates qui étaient quand même épluchées. Et les épluchures de patates étaient cuites avec les patates. Donc épluchées après. Je ne sais pas pour quelle raison nous éplucher les patates, ça je suis incapable de vous le dire, mais c'était comme ça. Je me précipitais donc sur le tonneau où étaient ces épluchures de patates, et je m'emplucherais tout ce que je pouvais comme épluchures de patates. C'était déjà une chose pour manger. Deuxième chose pour manger, on parle toujours de Birkenau, hein. C'était avoir la possibilité de distinguer parmi les herbes et les différentes feuilles qui poussaient, les feuilles qui pouvaient être comestibles ou les herbes qui pouvaient être comestibles. Parfois, on attrapait aussi une grenouille.
on la tuait, on la mangeait. Enfin, on mangeait tout ce qu'on pouvait, y compris des racines d'arbres. Parce que parler de nourriture au camp, c'est un euphémisme. Il n'y avait pas de nourriture au camp. Le camp était fait pour mourir et non pas pour vivre. Parce que tellement de convois de déportés arrivaient qu'on pouvait laisser mourir tout le monde. Il y avait toujours de nouveaux convois qui arrivaient pour remplacer les morts. Est-ce qu'à Birkenau ou à Auschwitz, on vous a fait travailler? Mais je viens de vous dire, on travaille sans arrêt. Oui, mais quel travail? N'importe quoi. Exemple, je vais vous expliquer. On travaillait, alors que je vous dis d'abord, on travaille 15 heures par jour. Pendant 15 heures, vous n'aviez que le repos du midi, de la demi-heure. Le travail, tout était du travail. Exemple, quand je suis arrivé à Birkenau, mon premier travail, on m'a mis dans un lac, jusqu'au milieu des cuisses, et on m'a dit qu'il fallait nettoyer le fond du lac. Pourquoi, je n'en sais rien. Sûrement à rien, c'était pour faire mourir les gens. Parce qu'on me faisait faire un tas de travaux qui ne servaient strictement à rien. Alors, voilà comment que ça se passait. Il y avait donc deux déportés. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était qu'une trague. Je vous ai expliqué ce que c'était une trague? Non, non. Alors, une trague, c'était une espèce de triangle, rectangle en bois, d'à peu près 1 mètre de large, sur environ 1,50 m de long. 2 poignées devant, 2 poignées derrière. Ça s'appelait une trague. Le mot trague veut dire porter. Et j'étais donc dans ce lac, arrivaient donc ceux qui étaient chargés des tragues. Je devais donc plonger mes mains, pas de pelle, hein. Je plongeais mes mains au fond du lac, je sortais la boue que je mettais sur la trague jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Alors ils partaient, et tout de suite derrière, il y avait 2 autres avec une trague, et ce truc-là toute la journée, pendant 15 heures. Alors, le soir de cette première journée de travail, on rentre au camp, parce que tous les commandos, c'était en dehors du camp. Hein. Il n'y avait presque pas de commando à l'intérieur du camp, sauf ceux qui balayaient les allées, tout ça. Bon, j'entre donc à l'intérieur du camp, inutile de vous dire très gai, et puis je me dis ceci, si je dois travailler encore 2-3 jours comme ça, je suis mort. Je vais au barbelé, je me fais sauter la cervelle. Et pourquoi je vous dis je me fais sauter la cervelle au barbelé? Parce que les barbelés, vous voyez que je suis toujours en train de revenir un peu en arrière pour vous expliquer certaines choses et certaines expressions que j'emploie. Les barbelés qui gardaient le camp vers l'intérieur composaient ainsi. D'abord un premier barbelé d'à peu près 50 cm de hauteur, pas plus. Derrière ce barbelé, tout le long qui bordait le camp, il y avait des écriteaux en 2 langues. Halt en allemand, Stój en polonais, qui veut dire exactement la même chose. Et avec une tête de mort. Et on nous a expliqué rapidement que si vous mettiez seulement un pied par-dessus ce petit barbelé, le camp qui était entouré avec des miradors. Vous savez ce que c'est qu'un mirador? Oui. Avec des miradors et des SS avec des mitraillettes là-dedans, vous tuez tout de suite. Ils vous envoient une balle doum-doum qui vous vide la tête. Alors donc, si vous voulez, on ne pouvait pas songer un seul instant, non seulement à nous évader, mais seulement à aller mettre un pied de l'autre côté de ce truc. Le dimanche, par exemple, était considéré comme jour non travaillé pour les déportés. Ils avaient quand même le droit à un jour de repos par semaine, où on nous tendait de nouveau les cheveux, on nous rasait, les déportés coiffeurs nous rasaient, et le repos consistait à aller
dans une partie du camp, assez vaste où il n'y avait pas de baraque, ramasser des petits cailloux, à les mettre dans des sacs pour aller les vider plus loin, revenir, refaire la même chose. Ça, ils appelaient journée de repos. Alors, la journée de repos, il ne faut pas croire qu'elle était tellement monotone. Ah non, pensez-vous, on a pensé à notre satisfaction, à notre aise, à nous amuser. L'amuser consistait en ceci. Dans leur mirador, les SS faisaient le pari entre eux, parce que les miradors étaient éloignés d'à peu près 25 mètres l'un de l'autre, de celui qui tirerait sur le déporté le plus près possible sans les atteindre. Alors pendant le temps que l'on ramassait les cailloux, moi-même, je parle de moi parce que je ne peux pas parler des autres, j'entendais sans cesse des sifflements de balles à mes oreilles, sans cesse. J'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, mais d'autres n'ont pas eu la même chance. Et ils tuaient comme ça des déportés. Et ça rigolait dans les sentinelles SS. Elles rigolaient quand ils tuaient quelqu'un. Ah, tu vises mal, moi je vise mieux. Voilà. Quel était, si vous voulez, le repos du dimanche. Pourquoi avez-vous été transféré au bout de 6 mois à Auschwitz? Ah, attendez, oui, faites bien de me poser la question. Parce que j'aurais raté un truc très important à vous dire. Donc, à Birkenau, je reviens donc à ce que je vous ai dit. Si je dois rester ici encore 4 jours, je ne tiendrai pas le coup. Le soir à l'appel. C'était au bout, je crois, du 2 ou 3e jour. Je ne peux pas me rappeler tout avec ponctualité. On est à l'appel. Alors l'appel se déroulait comme ça. Toute une longueur et en profondeur. Alors la longueur et la profondeur étaient devant la baraque. La profondeur, c'était 5 déportés, l'un derrière l'autre. La distance était d'une main. On devait tendre la main, toucher l'épaule de celui qui était devant vous, afin que les rangées soient absolument impeccables. Il ne fallait pas, lorsque le SS venait compter, qu'il voit une tête qui dépasse la rangée. Parce que le malheureux, il le tuait presque. Donc, c'est l'appel, le soir, nous sommes à l'appel, et ce soir-là, je vois d'un seul coup s'amener un grand gars, un déporté, mais habillé comme un déporté, un promenant, comme on appelait chez nous. Un promenant, c'était quelqu'un qui avait déjà un certain poste, une certaine, si vous voulez, respectabilité parmi les déportés. Il était donc habillé comme un promenant, ça veut dire, au lieu d'avoir le costume rayé que nous avions, il avait donc une veste noire, un pantalon qu'il prenait au Bekleidungskammer, c'est-à-dire là on mettait tous les habits des déportés à qui on les avait pris, y compris ceux qui étaient allés au gaz. Il avait donc un pantalon noir, de cavalier, une veste noire, un petit chapeau noir, qu'ils prenaient, eux, l'élégance de pincer, vous savez, pour que ça fasse un espèce de petit rebord. Je vois donc ce type arriver, passe dans les rangs, le jour commençait à tomber. Il passe dans les rangs, et je vois, il a avec lui un papier sur un morceau de carton ou de bois, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, et il notait des numéros. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas. Et moi, j'étais à cette époque-là, je crois, au 3e ou 4e rang. Et il arrive devant moi. Je lève les yeux, qu'est-ce que je vois? Ce gars-là avait été interné avec moi à Pithiviers, et était un très bon copain à moi à Pithiviers. Un très bon copain. Et il s'appelait David Drucker. Lorsque nous sommes revenus en France, ce David Drucker a été recherché pendant très longtemps par la police. Parce que ce David Drucker était bon copain avec moi, mais il paraît, moi je ne l'ai pas vu faire ça, mais il paraît qu'il a tué pas mal de gens pour garder son poste. Donc je reviens
à mon histoire, je vois donc devant moi David Drucker. Je lui dis, David, qu'est-ce que tu fais ici? Pas un mot. Et il regarde mon numéro, parce qu'on avait le numéro cousu sur la veste. Il regarde mon numéro, il le note, il note d'autres, il s'en va. Aussitôt l'appel fini, et avant qu'on nous donne l'ordre de nous disperser, arrive le Blockschreiber. Le Blockschreiber, ça veut dire le secrétaire du bloc, toujours en polonais. Toujours. Tous les postes étaient occupés presque par des Polonais. Et qui commence à appeler les numéros donc, que l'autre avait inscrits. Alors moi, dans mon numéro, bien sûr, je sors donc des rangs et on nous dirige vers une autre baraque. J'étais au 15, on nous dirige vers la 24. On nous dirige vers la baraque, nous arrivons à la baraque, et donc, mon pote David Drucker, alors là, il nous parle en français, et vous dit, voilà, j'ai inscrit vos numéros parce que nous formons un nouveau commando. C'est un commando où vous apprendrez le métier de maçon. Parce qu'après la guerre, les SS ont décidé de former des maçons pour reconstruire l'Europe. Nous, les quelques trucs, on allait reconstruire l'Europe. Vous voyez un peu les SS, hein, je vous dis, c'était un peu dingue ces gars-là. Bon, enfin, c'était comme ça. Donc, nous voilà dans cette baraque, où le chef de bloc était juif, et qui s'appelait Mundek. C'était un juif polonais, qui était devenu chef de baraque. Un grand poste, ça, chef de baraque. D'abord, il ne travaillait pas. Il avait à manger tant qu'il voulait, parce que sur les rations des déportés, il volait tout ce qu'il voulait. Et ce Mundek, après lui, nous tient ce petit discours, et je m'appelle Mundek. Je suis juif, mais oubliez que je suis juif. Si l'un de vous fait la moindre bêtise, je le tue. Il dit, je suis renommé dans le camp. Demandez des renseignements sur moi, on vous dira combien de gens j'ai déjà tués. Bon, c'est triste à voir de la part d'un juif, mais vous savez, depuis ces années, j'ai eu le temps de réfléchir. Trouvez-moi un être humain en bonne santé qui ait envie de mourir. Personne. Alors, pourquoi était-il comme ça? Pourquoi tuait-il des gens? Parce qu'il était dans un enfer où seulement pouvaient survivre ceux qui n'avaient aucune pitié pour leur prochain. Aucune. Il l'avait vite compris, lui. Parce qu'il était interné déjà depuis plus longtemps que moi. Du fait qu'il était polonais, il était pris en Pologne, où ils ont été ramassés plus vite qu'en France. Il avait donc une beaucoup plus longue expérience. Il dit, vous devez m'obéir, tout ce que je vous dis est un ordre. Bon, voilà la réception déjà dans cette baraque. En dehors de ça, on avait notre soupe à peu près, si vous voulez, régulière. Ça veut dire qu'on ne nous donnait pas, du fait qu'on n'était que des juifs dans cette baraque, qu'on ne nous donnait pas l'eau du dessus, mais vraiment, le type il mélangeait avec sa louche et il nous donnait une louche de vous. Bon, première chose. Deuxièmement, nous étions à l'abri. Parce que ce commando, pour apprendre à faire ce qu'ils appelaient un Schornstein, c'est-à-dire un entourage de fenêtres en briques, un truc comme ça, bon, il y a d'autres mots que je ne me rappelle même plus. Bon, on était donc dans une espèce d'école. C'est-à-dire, c'est une baraque spéciale, une partie de baraque, c'était pas une baraque entière, une partie de baraque, où il y avait un professeur, c'était un homme qui d'ailleurs vit encore, que je rencontre encore assez souvent dans notre fédération au Lutetia. Il avait été promu professeur, lui. Pourquoi? Parce qu'on demandait, dans les rangs, quand il a besoin de quelqu'un, on l'appelle toujours, qui parmi vous est maçon? Bon, le type, il travaille dans un commando tellement dégueulasse qu'il lavait les mains. Tout autant que quand il a fallu
On a demandé, ça je vous raconterai aussi après, quand il a fallu des coiffeurs pour raser les cheveux et la barbe, tout ça, qui est coiffeur parmi vous de métier? J'ai levé la main. Pourquoi? Parce que n'importe quoi, c'était meilleur que d'être simplement un déporté comme les autres. Donc, ce type-là devient donc professeur, et pendant des jours, il nous enseigne à faire, comme je vous l'ai dit, à Schornstein et d'autres trucs et d'autres machins, qui nous rentraient là-dedans, ils sortaient par ici. Nous, on pensait qu'il y a une chose, à y rester le plus longtemps possible, ne pas sortir dehors. Là-dessus arrive donc le début de l'hiver polonais. Nous sommes toujours à l'intérieur pendant que les autres crevaient dehors de froid. On est resté donc dans ce commando pendant à peu près 6 mois. C'était les premiers 6 mois que j'ai passés à Birkenau. Au bout de 6 mois, peut-être qu'il y avait un SS plus intelligent que les autres, ils se sont aperçus qu'ils faisaient une connerie que jamais, au grand jamais, ils ne pourraient reconstruire l'Europe démolie avec les quelques malheureux qui apprennent à Schornstein. Et ils ont dissous le commando, et à pied, nous ont rassemblés à pied, et nous avons été transférés à Auschwitz, qui, comme je vous l'ai dit, se trouvait à 3 km. Nous sommes arrivés donc à Auschwitz. Nous sommes entrés au camp d'Auschwitz. Nous avons cru que notre malheur était terminé, que nous venions de l'enfer pour aller au paradis. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, Auschwitz était propre. Les allées étaient cimentées. Car Auschwitz était une ancienne caserne polonaise. Comme il n'y avait plus d'armée polonaise, et que ça se trouvait dans la zone où on faisait les camps de concentration, Auschwitz faisait partie donc de cette zone. C'était non seulement propre, mais il fallait se tenir propre. Tous les soirs, en revenant des commandos, chaque déporté était obligé d'aller dans les lavabos, qui étaient très propres. Il y avait au moins, je vous dirais, 20 ou 24 postes dans les lavabos, entièrement blancs, vous savez, des postes d'eau. Il fallait se laver, surtout se laver les pieds. Pourquoi? On avait le chef de bloc de ce bloc, un Allemand, un coin rouge, qui était un homme d'une extrême propreté. C'était un homme qui a été condamné à une très très longue peine de prison. Et qu'on avait sorti de prison pour en faire un chef de bloc. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, tous nos capots, chefs de bloc, étaient d'anciens prisonniers, mais des prisonniers de droit commun de très longue peine. Pour la plupart du temps, c'était des assassins. Donc notre chef de bloc était un de ceux-là. Et il aimait la propreté. Donc le soir, il s'appelait comme je vous l'ai dit, et de temps en temps, pas souvent, il faisait mettre en bas un Sturmdienst, comme je vous ai dit, un responsable de bloc, qui devait, avec son bâton, ils avaient tous des manches à pioche. Donc avec son manche à pioche, vous devez écarter vos doigts de pied pour voir si vous étiez bien lavé. Donc, vous voyez, c'était vraiment l'endroit propre. Et puis c'était l'hiver, comme je vous ai dit, l'hiver commençait donc là, c'était le plein hiver. Et ce soir-là, j'étais rentré du travail, mais vraiment, vraiment gelé. Et je n'ai pas eu le courage d'aller avec cette eau gelée, parce que je ne croyais pas qu'il y avait de l'eau chaude, hein, non, non, c'était de l'eau gelée. Je n'ai pas le courage d'aller me laver les pieds, que j'avais lavé d'ailleurs la veille. Mais comme on travaille dans des commandos, il y avait toujours de la poussière, de la terre. Alors on n'avait pas toujours les pieds très nets. Et je
je fais donc semblant de descendre me laver, et je monte dans le bloc. Mais ce soir-là, par malheur, il avait mis un Stundienst polonais, un salopard. Il s'appelait Janek. Je me rappelle son nom toute ma vie. Un salopard qui regarde les pieds. Il me dit, mais toi, t'as pas été te laver les pieds, qu'il me dit, hein? Il dit, viens avec moi. Un autre Polonais le remplace. Il me fait monter tout en haut du bloc, c'est-à-dire que, vous savez bien, il y avait un rez-de-chaussée, un étage, et puis le grenier. Là où le grenier, le parquet n'était pas comme chez nous, hein, c'était un parquet en béton, vous savez, il avait quand on avait le temps. Bon, il m'a fait monter là-haut, là où il y avait déjà un autre Polonais, Stundienst, qui gardait l'entrée, et il l'a amené là-haut tous ceux qui avaient commis la moindre faute de toilette. Donc quand je suis monté là-haut, nous étions déjà au moins une trentaine. Et il dit, vous restez là. Vous restez là. Une demi-heure après, apparaît le chef de bloc, qui, je vous l'ai dit, était un véritable assassin. Un véritable. Mais il faut que je fasse aussi une petite marche arrière ici. Comme je vous l'ai certainement dit tout à l'heure, on était rasé une fois par semaine et coupé les cheveux une fois par semaine. Pour cela, c'était des déportés transformés en coiffeurs qui faisaient ce travail. Quand on a demandé dans les rangs qui était coiffeur, comme je vous l'ai dit, j'ai levé la main, moi. Le chef des coiffeurs était un Polonais. Un Polonais, il s'appelait Janek. Non, excusez-moi, Janek c'était Franz. Franz. Et Franz était un gars qui avait 22 ans. C'était lui qui était pas le chef, c'était le sous-capot des coiffeurs, parce qu'il y avait un capot au-dessus de lui. Le sous-capot, il avait 22 ans. Un type qui avait été castré par les Allemands parce qu'il avait été surpris en train de coucher avec une Polonaise. Et pour les Allemands, c'était Rassenschande, honte des races. Personne autre qu'un Allemand n'avait le droit de coucher avec une Allemande. On l'avait surpris donc de coucher avec une Allemande. Et on l'a castré à cause de ça. Donc voilà le gars, je vous le présente, qui était donc le sous-chef des coiffeurs. Alors je commence à regarder tout ça, puis le gars arrive, et il me regarde. Il m'appelle de côté. Il parle un bon français parce qu'il avait travaillé aux Champs-Élysées en France. Il parle un très bon français. Et puis il me dit, oh, t'as jamais été coiffeur, toi, hein? Je dis non, en effet, j'ai jamais été coiffeur. Je dis, mais j'ai faim. Et comme je sais que ceux qui font coiffeur reçoivent une ration de pain supplémentaire, je dis, alors je veux faire le coiffeur. Il me dit, bon, mais essaie de couper un peu moins avec le rasoir ceux que tu rases. Il me dit, essaie, et après tu viens me rejoindre après, quand c'est fini. Bon, je fais donc pour le mieux, je fais saigner pas mal de déportés, bien sûr, parce que je ne savais pas raser. Et après, quand c'est fini, je vais le voir. Et il me raconte qu'en effet, il est à Paris, tout ça, bon. Et puis, il me dit, écoute, comme tu es français, et que j'adore Paris, il dit, je vais t'apprendre à devenir coiffeur, à raser et à couper les cheveux. Et vraiment, quand il y avait donc les fins de semaine, et tout ça, il m'apprenait vraiment. Vous me demanderez également comment il se fait que je vous ai dit que dans les commandes on ne pouvait pas tenir plus de 3 à 4 jours, et comment ça se fait, je vous raconte des histoires sur des semaines. Comment que moi j'ai tenu pendant des semaines? Eh bien, tout simplement, c'est que j'ai fait la connaissance aussi dans le camp d'un autre déporté, un jeune garçon comme moi, mais qui était alsacien.
et que de ce fait parlait un allemand parfait. Et ce gars-là était dans un commando où... Il y a tellement de choses qui se sont passées, j'enchevêtre l'un avec l'autre, mais ça ne fait rien, c'est comme ça, c'est tout. Auparavant, il faut vous dire que j'ai travaillé donc, dans d'autres commandos, dans un commando qui s'appelait Kohlenplatz. Kohlenplatz veut dire la place au charbon. Ce Kohlenplatz, qu'est-ce que c'était? Ce Kohlenplatz était comme les autres commandos, situé en dehors du camp d'Auschwitz, et des trains, il y avait une ligne de chemin de fer qui arrivait là, et des trains venaient donc vers ce Kohlenplatz et déversaient des cargaisons de charbon. Donc pour ce Kohlenplatz, il y avait donc un tas de charbon énorme, très haut. Et alors, ce Kohlenplatz, prenez par exemple une circonférence. Au milieu, le Kohlenplatz, la place au charbon. À gauche, la TVA, Truppenwirtschaftsabteilung, ça veut dire approvisionnement de la Wehrmacht. En nourriture, en truc. Bon. À droite, SS-Kuche, cuisine des SS. Donc, nous voilà sur sur ce truc de charbon à travailler, et le capot me regarde, ah, il me dit, Altonum, vieux numéro. Parce qu'un 48 000, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient résisté. Il me dit, bon, il dit, voilà ce que je vais faire avec toi, qui me dit. Je vais te donner une voiture avec un cheval. Tu seras chargé de transporter le charbon d'ici à l'intérieur du camp. Je te donnerai le numéro des baraques à servir. Parce qu'à Auschwitz, en hiver, on était quand même un peu chauffé. Il y avait de très grands poêles, vous savez, qui montaient jusqu'au plafond, comme c'était une ancienne caserne, et on était un peu chauffé à Auschwitz. Entre Auschwitz, si vous voulez, et Birkenau, il y avait une très grande différence, sauf les commandos et la nourriture. Mais une très grande différence de vie. Comment l'expliquez-vous? Comment l'expliquez-vous? Bien, tout simplement, je vous ai dit, c'était une ancienne caserne. C'est la seule raison? La seule. Une ancienne caserne, parce que je vous ai dit déjà plusieurs reprises que la nourriture, le comportement, la façon de vivre était la même qu'à Birkenau. Est-ce que vous aviez des nouvelles de l'extérieur à Auschwitz? Mais qui vous aurait donné des nouvelles? Qui? Interdit, on travaillait avec des Meister polonais, c'est-à-dire des civils polonais qui habitaient la ville d'Auschwitz même, étaient nommés Meister pour certains travaux où les SS n'étaient pas compétents. Donc on mettait à la tête de ce commando un Meister polonais, mais qui n'avait pas le droit ni de nous adresser la parole, ni nous de lui adresser la parole. Pendant les 2 ans qu'a duré votre déportation, est-ce que vous avez eu des nouvelles de votre famille? Non, sauf une fois. Une fois est arrivé un transport de France, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est nous qui étions chargés donc de les raser entièrement. D'un seul coup, j'ai reconnu le voisin palier de chez mes parents, du 40 rue de Turenne. Étonné, comment? Vous aussi? Il me dit oui, j'étais pris également en voulant passer la zone de démarcation. Je lui dis, est-ce que vous avez des nouvelles de mes parents? Elle me dit, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ils ont été emmenés le 16 juillet 1942 dans des camions, et je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Bon, comme d'autres déportés qui avaient eu le même sort m'avaient dit ce que c'était que ces camions du 16 juillet, j'ai compris qu'ils ont été donc déportés. Ne les ayant jamais vus, j'ai conclu qu'on les a gazés tout de suite. C'était le cas? Pardon? C'était le cas? C'était le cas. Mon père, ma mère, mes 3 frères, ma sœur. D'une famille de 7, j'étais seul.
seul resté vivant. Et ça, vous le saviez au camp? Je le savais déjà au camp, oui, oui. Je me demandais même si ma femme n'avait pas subi le même sort non plus, puisqu'on commençait à ramasser également les juifs français. Et ça, vous ne saviez pas ce qu'a été devenu? Non. Non. Donc nous étions à... Chaque coup, j'oublie où nous en étions. Et peu importe, Bon, donc, revenons, disons, vers ce camp, oui, avec les commandes dans ce camp d'Auschwitz. Donc, dans ce camp, j'étais donc au bloc. Également, c'est drôle, j'avais le bloc 15 à Birkenau, j'avais le bloc 15 également à Auschwitz. Le chef de bloc, je vous l'ai décrit tout à l'heure, homme très dur. Et j'avais toujours faim. J'avais toujours faim. Notre bloc se composait d'un rez-de-chaussée, comme je vous l'ai dit, d'un premier étage et d'un étage mansardé. Au rez-de-chaussée, le rez-de-chaussée était attribué à la Paketnichtelle, c'est-à-dire au commando de Polonais qui avait la charge de recevoir les paquets des familles qui envoyaient des paquets aux Polonais et aux Allemands. Parce que les Polonais avaient le droit de recevoir un colis de 3 kilos tous les 3 mois. Donc c'est eux qui devaient trier les paquets pour voir s'il n'y avait pas une scie, s'il n'y avait pas une arme, enfin, s'il n'y avait que de la nourriture. Bien sûr, ils se servaient des meilleures choses qu'il y avait dans les paquets pour eux. Bon, c'était donc la Paketstelle qui habitait en bas. Ayant toujours faim et cherchant à manger, je me suis dit, mais en bas, il y a la Paketstelle. Et j'ai eu cette idée saugrenue d'aller voler dans les armoires de ces gens-là de la nourriture qu'ils avaient à profusion, puisqu'ils volaient les déportés. Et le soir, vers minuit, 1h du matin, je ne dormais pas. Je descendais en chaussettes. J'ouvrais doucement leurs portes, d'une des chambres, n'importe. Et alors, à plat ventre, je me dirigeais vers une des armoires. Et doucement, j'ouvrais la porte et je volais ce que je pouvais. Après, je montais dans ma chambre et je m'empiffrais tout ce que j'avais volé. Ça a duré 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et les Polonais se sont aperçus que de la nourriture disparaissait donc de leurs armoires, ils ne savaient pas comment. Puis un soir, je tente donc la même aventure. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un Polonais a eu envie de se soulager, qu'il avait été donc au à terme, et qu'il venait de se recoucher. Et comme je vous dis, dans cette chambrée, comme dans les autres, les Polonais étaient rendus méfiants par la disparition de leur nourriture. Il était à peine couché qu'il entendait donc que j'ouvrais la porte. Comme j'ouvrais la porte tout doucement, il s'est dit que ce n'est pas un de leurs Polonais qui vient se coucher. Il a vite sauté en bas de son lit, s'est précipité, donc ce Polonais me barre la porte. Et bien sûr, tous les autres Polonais sont réveillés. Et il amène un escabeau qui est à peu près la hauteur de votre chaise ou de la mienne. C'est un escabeau sans dossier, sans rien, uniquement rond, comme ça. Il me fait agenouiller avec un manche à pioche, parce que des manches à pioche, partout, il y en avait. Il m'envoie 10 coups sur les fesses, mais... Vous savez, tuer un bœuf. Hein. Mais ça fait tellement de bruit, tout ça, que le chef de bloc, ce fameux assassin, a entendu du bruit. Il est donc de sa chambre est descendu en vitesse. Sa chambre est au premier. Il arrive et il voit ça. Il a tout de suite arrêté il a tout ordonné qu'on arrête de me frapper. Et il me regarde et il me reconnaît que j'étais celui
que déjà dans le grenier, il avait fait descendre. Vous savez? Alors, il a interdit aux Polonais de me toucher et il m'a dit « Gut am Bett »,« Schnell am Bett », vite au lit. Bon, j'ai regardé donc mon lit et le lendemain, appel. À l'appel, alors il y avait donc d'abord on s'alignait, on attendait que le SS vienne nous compter. Alors le chef de bloc, il se met devant, une fois les déportés alignés, et il dit, écoutez bien. Il dit, je sais ce qui s'est passé cette nuit, mais je voudrais dire aux Polonais que si l'un de vous ose encore toucher à ce juif, il aura affaire à moi. Et je vous l'ai dit, c'était un type drôlement baraqué. Les Polonais ont vite compris. Plus un seul ne m'a touché. Bon, je ne vais pas vous raconter tout le camp avec les trucs comme ça parce que il y en aurait pour des mois et des mois. Mais je vais revenir à une autre époque du camp. Donc dans ce camp, j'ai passé entre Birkenau et Auschwitz plus de 2 ans. Ce qui est beaucoup. C'était énorme, énorme. C'était une éternité. Parce que, non pas chaque jour, mais chaque minute que l'on vivait était un siècle. Non seulement c'était énorme, mais c'était très rare. De quoi? De tenir autant de temps. Presque personne. Mais nous sommes revenus quand même, sur 72 000 déportés de France, nous sommes revenus à près de 2 000. Oui, 70 000 ont été assassinés. Et parmi ceux qui sont revenus... Beaucoup sont morts tout de suite à la retour. J'ai de très très bons copains qui sont revenus, qui étaient dans mon commando, et qui sont morts presque 8 jours après, ils commencent à mourir. Et parmi ceux qui sont revenus, rares sont ceux qui ont passé 2 ans à Auschwitz-Birkenau. Oui, mais bien sûr. Mais je vous ai parlé tout à l'heure de cet écrivain que j'essaie de me rappeler, très très connu, qui a passé quelques mois seulement. Comment ? Primo Levi. Primo Levi. Primo Levi a écrit un livre que j'ai d'ailleurs acheté. Et en quelques mois, si vous voulez, il vous décrit quand même le camp, le terrible camp qui était Birkenau et Auschwitz. Les terribles camps. Pourtant, il n'y a passé que le meilleur moment. Parce qu'à l'époque où lui a été déporté, ça avait changé comme le jour et la nuit changent. En 1944. Oui. Le pire des moments, le pire, c'était les années 42, 43. Est-ce que dans ces années-là, vous avez tenté ou vous avez songé à vous suicider? Non, non. Ça vous fait bien de me poser la question. J'ai toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, été sûr que je sortirais vivant du camp. À tel point que lorsque nous étions à l'appel, dans les rangs, il y en a qui... fallait se tenir droit, comme je vous l'ai dit. Il y en a qui s'affaisaient. Je leur dis, tiens-toi droit. Tu sais ce qui va t'arriver sans ça. Oh, ils disaient de toute façon que je meurs maintenant, que je meurs un peu plus tard. Quelle importance, il dit. On ne sortira jamais de ce camp. Je lui disais, je lui ai dit à celui-là spécialement. J'ai dit, toi, peut-être tu ne sortiras pas du camp, parce que tu es sûr de ne pas sortir. Mais moi, je sortirai. Alors il s'est tourné vers les autres et il a dit, il est fou, il faut l'enfermer celui-là. Mais qu'est-ce qui vous rendait si sûr d'être... La confiance en moi, tout simplement. Vous savez, je vais vous dire, quand vous voyez un petit bonhomme comme moi, vous ne pouvez pas savoir, vous entendez? Et ce n'est pas me vanter, je n'ai rien à gagner à me vanter devant vous. Vous ne pouvez pas savoir la dose d'énergie qui est en moi.
Vous savez, j'ai une énergie à briser du fer. Rien, jamais, ne m'a fait peur. Je peux traverser la forêt vierge la nuit. Je n'ai pas peur. Ce qui vous a sauvé, c'est votre tempérament? C'est mon tempérament. Je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais connu la peur de ma vie. Même pas là-bas? Nulle part. Nulle part. Puisque même là-bas, où c'était tellement terrible, lorsqu'on disait « Judenstein bleiben alles andere zum Block », c'est-à-dire « Juifs, restez là » après l'appel, tous les autres dans les blocs, les gens restaient là pour qu'il y ait la commission gaz qui passe, je ne restais pas là. Je me sauvais avec les Polonais et j'allais me cacher à l'intérieur du bloc dans des coins que j'avais aménagés. Jamais je n'ai eu peur parce que d'autres, les Polonais antisémites, voulaient m'attraper pour que je ne me sauve pas. Je me dégageais, je filais me cacher. Je n'ai jamais eu peur, et je ne vous raconte pas ça pour me monter envers vous, je n'ai rien à gagner. Vous n'allez pas me donner la Légion d'honneur, ni rien. Bon, je vous dis donc la vérité. J'ai un caractère comme ça. J'ai un caractère extrêmement dur, dur. Que vous aviez avant déjà? Toujours. Je n'ai jamais eu peur de ma vie. Je ne connais pas ce que c'est que la peur. Je ne sais pas, j'ignore ce mot. Vous avez parlé des Polonais. Est-ce que vous seriez de ces personnes qui disent Auschwitz, ça aurait pu être pire si ça avait été gardé non pas par des Allemands, mais par des Polonais? Ces gens disent absolument la vérité. Est-ce que c'est vous qui m'avez dit, est-ce que c'est vous, Sam, qui m'avez dit un jour, si des Polonais avaient gardé Auschwitz, pas un seul en serait sorti vivant? Bien sûr, mais je le répète, et je l'ai répété dans les différents interviews que j'ai eues. Vous aviez même ajouté, les Polonais, c'est la 7e race après les crapauds. Non, la 18e race après les crapauds. La 18e race après les crapauds. Non, parce que 7e race, c'est encore mieux qu'eux. Hein. La 18e race après le crapaud. Voilà ce que c'est que les Polonais. Il n'y a rien de bon, rien. Aucune pitié. Même les gosses, parce que des gosses à partir de 14 ans, du moment qu'ils étaient polonais, n'allaient pas à la chambre à gaz. Même les gosses polonais de 14 ans nous faisaient toutes les misères qu'ils pouvaient. Je vous ai dit que j'avais ce copain coiffeur qui m'a appris le métier de coiffeur, et du fait qu'il était polonais, il dormait donc dans un bloc de polonais, à Auschwitz. Puis un jour, j'ai eu besoin de lui demander quelque chose. Je ne me rappelle plus quoi. Je me suis donc présenté à son bloc pour lui parler. Les Polonais m'ont presque tué parce que je voulais rentrer dans un bloc de Polonais. J'ai reçu une correction, vous ne pouvez pas vous imaginer. Je saignais de partout. Je n'ai jamais vu un peuple aussi horrible. Vous savez, l'autre jour, chez moi, j'habite, je vous l'ai dit, rue du Bois de Boulogne, j'ai été chercher du pain, parce qu'il n'y a pas de magasin à côté de chez nous, il faut aller à l'avenue Charles de Gaulle pour trouver une boulangerie. J'ai cherché du pain, je rentrais chez moi. Et je vois, ça mène vers moi, quelqu'un avec un petit papier dans la main. Il devait avoir une trentaine d'années. Et puis il me montre le papier, il y avait une adresse d'une rue, la rue Saint-James, qui se trouve à côté de chez moi. Et il me dit, adresse. Comme ça il fait, c'est-à-dire que je dis où c'est. Alors je lui indique, la première, à gauche. En partant, il me tend la main et dit bardzo dziękuję. Ça veut dire merci bien en polonais. Je lui dis, ja nie dam ręki z Polacem. C'est-à-dire, je ne donne pas la main à un Polac. Dlaczego qui me dit pourquoi. Alors je lui ai dit ce que c'était pour moi les Polonais. J'étais à Auschwitz, je lui ai dit. Et vos compatriotes, j'ai appris à les connaître. Et alors je me suis juré que jamais, vous entendez, jamais je ne donnerai la main à un Polonais. Je ne lui ai pas donné la main. Il est parti la tête basse. Croyez-moi. Quand vous dites que ce que vous dites sur les Polonais en général, est-ce que selon vous ça relève du racisme? Écoutez, je vais vous répondre à ce truc-là.
que ça relève ou pas du racisme, cela m'est complètement égal. Après ce qu'ils nous ont fait subir, des milliers de juifs ont été tués par eux, au camp. Après ce qu'ils nous ont fait subir, qu'on appelle ça racisme pour moi ou pas racisme, j'en ai rien à fiche, mais rien. Qu'on appelle ça comme on veut. Mais moi, je n'aime pas les Polonais, je le dis bien haut. Je ne rendrai jamais service à un Polonais, je ne donnerai jamais la main à un Polonais. Et c'est ma position, elle est nette et arrêtée. Et à votre avis, est-ce qu'elle était partagée par vos camarades de déportation à Auschwitz? Oui. Presque tous mes camarades, je vais d'ailleurs vous donner une preuve tout de suite. Il y a de cela à peu près, je crois que ça doit faire 2 ans. Il y a une émission à la chaîne numéro 1, je crois que c'était, la première chaîne. Dans cette émission, qui était un tête-à-tête interrogé par un des interrogatoires de la télévision, il y avait face à face le consul de Pologne en France et un déporté en face, un déporté juif. Le type les interrogeait. D'abord, il a interrogé les juifs sur les camps, tout ça. Puis ensuite, il interroge le Polonais. Alors, il a dit, mais dites-moi, monsieur, quelle était votre attitude envers les juifs? Alors le Polonais commence à vouloir déballer. Oui, nous avons caché les juifs, nous les avons aidés. Alors le déporté s'est mis dans une colère folle. Il a tapé un grand coup sur la table. Il a dit, quoi? Vous, les Polonais, vous nous avez aidés? Et qu'est-ce qu'il lui a mis au Polonais? Tel point que le gars, il a baissé la tête, il n'a pas pu oser dire un mot. Et ça s'est passé à la télévision française, il y a environ, à mon avis, 2 à 3 ans. Vous voyez à quel point les déportés aiment les Polonais. Je ne suis pas le tout seul. Je ne suis pas un homme, vous savez. En vous parlant comme ça, vous pouvez penser que je suis peut-être un homme méchant, hargneux. Non, monsieur, tous ceux qui me connaissent savent que je suis un homme très doux, au contraire. Vous savez que je ne me sentirais pas le courage, vous entendez, de tuer une souris. Je ne toucherai jamais à quelqu'un de vivant pour lui faire du mal. Non. C'est la seule haine que j'ai, celle des Polonais, parce qu'ils n'ont pas fait que du mal à moi, mais ils ont donné des enfants juifs qui se cachaient en Pologne, ils les ont donnés aux Allemands pour que ces enfants aillent au four crématoire. Et ça, c'est pas du roman que je vous raconte, mais c'est la réalité que tout le monde connaît. Alors comment voulez-vous que moi je puisse aimer un Polonais au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quelle raison voulez-vous que je les aime? Je les aime pas, voilà. Et à votre avis, est-ce que c'est partagé également par des gens qui n'ont pas été déportés mais qui sont juifs polonais et qui ne veulent jamais retourner là-bas ou ni même parler la langue? Je vais vous dire, c'est une très bonne question parce que j'ai même été très désagréablement surpris, très désagréablement, au retour du camp, et même il n'y a pas encore longtemps, d'entendre des juifs s'exprimer en polonais, alors qu'ils parlaient très bien le yiddish et très bien le français. Mais il y avait une espèce de, en Pologne, une espèce de caste, qui ne voulait pas parler juif, mais qui parlait que polonais. Et ce sont ces juifs-là, voyez-vous, qui continuent à parler polonais. Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est une honte d'entendre un juif parler un mot de polonais. Ils sont minoritaires, non? Pardon? Ils sont peu nombreux? Bien sûr, ils ne sont pas majoritaires. Parce que vous savez, lorsqu'on entend parler de gens comme moi, il y a les déportés qui sont revenus, qu'il y a eu des livres sur le comportement des Polonais envers nous, qui ont été écrits. Non, on ne peut pas parler polonais. Est-ce qu'au camp, vous dites que vous ne tueriez pas une souris, mais est-ce qu'au camp, vous avez été tenté de tuer quelqu'un? Au camp? Oui. Même au camp, voyez-vous, jamais, monsieur, je n'aurais touché à la vie de qui que ce soit. Même pas l'un de vos tortionnaires?
Je sais pas. Si, avec un fusil. Mais pas avec un couteau. Avec un fusil, pourquoi? Parce que je peux tirer d'assez loin pour l'atteindre. Mais un couteau, il faut être près de lui. Vous voyez? Si, les SS, j'aurais tué avec plaisir. Oui, oui. Je dois dire oui. Parce que vous ne savez pas, comme je vous l'ai dit d'ailleurs au début, vous ne pouvez pas savoir ce que nous avons subi. Je peux vous raconter pendant des semaines, des années. D'autres déportés peuvent vous raconter des semaines, des années. Mais jamais, au grand jamais, vous ne pouvez savoir ce que nous avons subi. Jamais, au grand jamais, vous ne pouvez sentir l'odeur de Birkenau, des chairs brûlées. Et on sent toujours à Birkenau les chairs brûlées. Toujours. Jamais cette odeur ne disparaîtra de là-bas. Vous êtes retourné? Une fois, je ne vous l'ai pas dit. J'ai un cousin en Belgique. Il n'y a presque eu personne de ma famille, mais enfin, qui est resté vivante, mais enfin, j'ai un cousin en Belgique, avec lequel on est comme deux frères. Il me téléphone un jour, Sam, j'ai besoin de te demander quelque chose. Oui. Voilà, on organise en Belgique un pèlerinage pour visiter Auschwitz et Birkenau. Est-ce que tu veux venir avec moi? Je dis, moi, Arthur, retourner là-bas? Je dis non. Je dis, alors écoute, Sam, je dois te dire, je te téléphone, je savais ta réponse, mais si tu n'y vas pas, moi non plus. Il avait été déporté? Non. Alors je dis, j'ai réfléchi, je dis, écoute Arthur, je pense pouvoir le supporter. Mais pour te faire plaisir à toi, Arthur, je viens avec vous. Donc, c'est de Belgique. J'étais en Belgique, donc chez lui, et de là-bas, nous sommes partis. Nous sommes partis en avion à Auschwitz et Birkenau. Au camp d'Auschwitz, que nous avons visité en premier, il y avait une jeune femme qui devait avoir dans les 22, 23 ans, qui expliquait donc au groupe que nous étions, et certainement d'autres groupes avant nous et après nous, ceux qui étaient Auschwitz et Birkenau. C'était une Polonaise. Elle commence à expliquer. Oui, ici vous êtes dans un camp de concentration, la vie était un peu dure. Oh, j'entends les premières paroles, elle parle en français. Hein. Dans les premières paroles, je lui ai coupé la parole tout de suite. Je dis, mademoiselle, si vous me permettez, ce que vous êtes en train de nous expliquer, oui, et puis on était passé devant un bloc, elle dit, là c'était un bloc où habitaient des femmes. C'est tout ce qu'elle a dit de ce bloc. Je dis, mais de la manière que vous expliquez, mademoiselle, on va bientôt croire qu'on était dans une pension. Je dis, vous ne pouvez pas expliquer ce qu'on a fait ici aux Juifs. Je lui dis, alors, si vous le permettez, mademoiselle, vous allez vous taire, c'est moi qui parle. Les autres m'ont regardé étonné, et j'ai commencé à leur dire la vérité, ce que c'était que le camp de Birkenau et d'Auschwitz. À tel point qu'au bout d'à peu près une demi-heure, elle a voulu reprendre la parole. Ce n'est plus moi qui l'a fait taire, c'est les gens qui étaient venus visiter le camp. Ils ont dit non, non, laissez parler monsieur. Laissez parler le déporté. Alors, vous dire à quel point les Polonais n'ont jamais admis le mal qu'ils nous ont fait. Ils ne l'ont jamais admis. Comprenez? Que voulez-vous? Je vous parle un tas de choses sur les Polonais. Disons tout simplement, c'est un peuple que je n'ai jamais compris, que je ne comprendrai certainement jamais. Je n'ai jamais vu une telle sauvagerie chez aucun peuple, aucun. Même les Allemands n'arrivaient pas à leur cheville. Parce que je vous l'ai dit, vous venez de me rappeler, je vous l'aurais dit. Si nous étions gardés par les Polonais, pas un Juif ne sortait des camps. Pas un. Ils auraient été tués d'ailleurs tout de suite. Voilà, les Polonais. Et encore, je n'en dis qu'une toute petite partie de ce que je devrais dire de ces gens-là.
voyez, je me retiens de les traiter de salauds, hein, vous le remarquerez. Vous êtes resté à Auschwitz même, jusqu'à janvier 45? 18 janvier 1945. Alors bon, la vie à Auschwitz, je vous l'ai déjà un peu décrite, mais comme je vous l'ai dit, il me faudrait des mois pour vous raconter Auschwitz. Bon, je ne vais donc pas continuer à vous raconter Auschwitz. Est-ce que vous avez participé avec les autres à la marche de la mort? Mais bien sûr, c'est ce que j'allais commencer à vous raconter. Pour ça que je vous dis que je ne vais plus vous raconter Auschwitz. Nous allons revenir donc au 18 janvier 1945. Le 18 janvier 1945, Antreten. Antreten, ça veut dire rassemblement. Et au loin, on entendait déjà les canons russes. Les Russes, dans leur offensive, s'étaient arrêtés à Varsovie. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Les Russes, dans leur offensive, seraient arrivés beaucoup plus vite à Auschwitz que le 18 janvier. Ils sont arrivés d'ailleurs le lendemain, le 19. Mais les Russes, dans leur offensive, quand ils sont arrivés devant Varsovie, ont intercepté un message que les Polonais lançaient vers l'Angleterre, où ils attendaient le retour du général Andrew. Andrzej en polonais. Le général Andrew, qui devait devenir le nouveau chef de gouvernement de l'État polonais. Ce message donc a été intercepté par les Russes. Qu'ont fait les Russes? Au lieu de poursuivre leur offensive vers Varsovie, ils se sont arrêtés à, paraît-il, une quarantaine de kilomètres de Varsovie. Ils ont arrêté l'offensive. Mais pendant ce temps-là, ce message a été envoyé au général Andrew. Les Polonais, vous savez, comme je vous l'ai dit, très très intelligents toujours. Un peuple très très malin, là. Les Polonais se sont dit, si les Russes arrivent ici, ils vont installer un gouvernement communiste, et je dois vous dire, qu'entre les Polonais et les Russes, ça a toujours été la guerre. Les Polonais haïssaient les communistes, et les communistes haïssaient les Polonais. Il y a toujours eu des guerres entre eux. La dernière remontait à 1920. Donc, les Polonais vont dire, donc les Russes vont s'installer ici, et nous allons devoir devenir communistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer le mot d'ordre à presque tous les habitants de Varsovie de se soulever contre l'occupant allemand et qu'ils allaient libérer, eux, Varsovie, pour que les Russes ne puissent pas occuper Varsovie. Parce qu'une fois Varsovie libérée, ils allaient se mettre devant Varsovie et empêcher les Russes de rentrer à Varsovie. Vous voyez un peu les imbéciles de raisonner comme ça, alors qu'une armée de Russes venait de vaincre l'armée allemande, de penser qu'eux arrêteraient les Russes. Ils se sont donc soulevés. Suite à ce soulèvement, les Allemands ont exterminé des masses de Polonais. Et ils ont pris 72 000 familles, hommes, femmes et enfants, et ils ont déportés vers Auschwitz. Femmes et enfants ont subi le même sort tout de suite que les Juifs. Parce que les Allemands n'ont pas pu pardonner aux Polonais de se dresser contre eux, alors que les Russes étaient déjà là, si vous voulez, à les mettre en danger. Voilà, et croyez-vous que les Polonais, je répète ce que j'ai déjà dit, intelligents comme ils sont, se seraient dit en eux-mêmes, à Auschwitz, les Allemands tuaient les nôtres, les Allemands sont des salauds, nous allons nous mettre entre eux et être avec les Juifs. Pensez-vous? Ils ont continué à lécher les bottes des Allemands et à être contre nous. Voilà l'esprit polonais, monsieur. Voilà. Alors comment s'est déroulée la marche de la mort? Marche de la mort. Donc, rassemblés, et on nous dit, le commandant du camp vient, nous tient ce discours, un micro pour que tous les blocs entendent. Nous évacuons Auschwitz.
À la sortie, vous allez tous recevoir un pain avec soit de la margarine ou du saucisson. Et nous allons faire une marche assez longue à pied. Nous devons traverser les Carpates. La plus grande discipline devrait régner dans les rangs. Tout déporté qui arrêterait de marcher, qui ne pourra plus marcher, sera immédiatement exécuté sur place. Voilà le petit discours pour vous mettre bien en train et vous donner le courage. Et nous sommes donc évacués d'Auschwitz dans les conditions prescrites. Tout le monde? Tout le monde. Quand l'armée rouge est arrivée à Auschwitz? Que je vous dise, vous savez, à Auschwitz, lorsque nous avons eu vent, puisqu'on entendait les canons, on a eu donc vent qu'Auschwitz allait être évacué. Et je dormais donc, comme je vous ai dit, au dernier étage des blocs, où il y avait donc ce plafond. Alors, il y avait comme ça l'escalier, des deux côtés des chambres avec ce toit, et au milieu, il y avait non pas ce fameux toit incliné, mais droit, parce que au milieu, quand on montait l'escalier, tout de suite en face de l'escalier, il y avait la chambre du bloc Elzéster, du chef de bloc. Alors lui avait donc une chambre spéciale, et pour qu'il ait une belle chambre, il avait donc un toit normal. Alors, ce toit normal faisait que lui n'avait pas. Pourquoi je vous explique ça, vous allez comprendre. Donc, il y avait donc un vide entre le toit de notre chambre et le toit de l'autre côté de l'escalier. Quand on a eu vent qu'on allait évacuer Auschwitz, je me suis dit, non, c'est le moment de retrouver la liberté, les Russes ne sont pas loin. Et nous étions, je ne peux pas tout vous raconter, je vous ai dit que ça serait trop long, nous étions un petit groupe de Français, des Français chrétiens, qui a été pris, un maquis qui a été pris, qui donc a été déporté à Auschwitz. Des résistants. Comment? Des résistants. Des résistants. C'était un petit groupe dans le même bloc, le bloc numéro 1, et nous sommes regroupés vers les mêmes couchettes, tout ça, et je les ai rassemblés. Alors il y avait bien sûr de drôles de noms. Il y avait Napoléon, c'était pas son vrai nom, Napoléon, Jeannot, fil de fer. Et puis il y avait surtout entre eux un type, Lucien Lyndy. Quoi vous dire de cet homme? Vous prenez un gorille, mais un gros gorille, pas un petit gorille, hein, un gros gorille, vous le mettez en face de lui, et on a du mal à distinguer qui est le gorille et qui est l'être humain. C'était un homme, il avait une tête carrée, haute comme ça, vous voyez, enfin. Il avait plus de 2,10 mètres d'auteur. Pourquoi ont-ils admis ce type au camp? On lui a donné d'abord un bon poste. Il travaillait à la boucherie SS. Donc, vous voyez, un bon poste où il pouvait manger de la viande autant qu'il voulait. Pourquoi? Parce que les Allemands aimaient les extrêmes. On avait aussi un nain, un tout petit nain, qu'on ne touchait pas non plus. Ils aimaient les extrêmes. Donc, ce Lucien Lyndy, qui faisait partie de notre groupe, était d'une force herculéenne. Un jour, il m'a dit, tiens, Cham, je vais te montrer une chose. Il dit, montre-moi ta main. Je montrais ma main, il a pris son pouce, il l'a mis sur ma main, il m'a caché 3 doigts. Vous voyez un petit peu le type que c'était. Il avait une main, c'était des battoirs, c'était pas des mains. Mais une chose qu'il avait, Lucien Lyndy, c'était une douceur, une gentillesse que très peu d'hommes possèdent. Lucien Lyndy était, si vous voulez, devenu le chouchou de notre groupe. Donc, je vous ai fait ce petit intermède pour vous parler donc de la sortie du camp d'Auschwitz. Nous sommes partis 4000 hommes, 2000 femmes, escortés par 193 SS. Quand l'armée rouge est arrivée à Auschwitz, il n'y avait personne? Non, attendez, oui. Vous savez, il y a tellement d'événements que, justement, j'aurais dû vous dire ça. Donc, nous avions... Donc là, on est... le départ du camp d'Auschwitz. Est-ce qu'il y avait des gens qui restaient Alors,
des gens sont restés là-bas parce que avant de partir d'Auschwitz, donc je vous ai expliqué un peu comment étaient disposés les blocs, on avait fait le projet que lorsqu'on évacuera Auschwitz, on n'ira pas avec eux, on va essayer de se cacher, mais il n'y avait pas où se cacher. J'ai donc eu l'idée, cette idée venait que de moi, parce que j'avais étudié un peu le problème dans le bloc, de déceler un panneau de fibrociment qui cachait sous ce fameux vide entre les deux parties du bloc, de déceler avec on avait une cuillère ou une fourchette l'un ou l'autre qu'on avait taillé, vous savez qu'on taillait pour couper notre pain, pour ne pas manger tout le pain d'un coup. On mange un petit peu le matin, un petit peu le soir. On coupait donc notre pain avec ce fameux couteau, fourchette couteau. Et j'ai donc avec ça décelé, si vous voulez, un panneau de ce fibrociment. Et j'ai regardé là-dedans. Et j'ai vu que entre les deux chambrées, c'était un parquet avec des parpaings en bois, des madriers en bois. Et j'ai essayé de rentrer dedans et de voir la solidité. C'était drôlement solide. C'était des gros machins là, carrés, comme on fait dans les immeubles, où on met ses parpaings pour faire le toit. Alors donc, je reviens à mon truc, à l'évacuation d'Auschwitz. J'ai rassemblé donc mon petit groupe. Je leur dis, les enfants, voilà ce que j'ai trouvé, on n'a pas besoin de quitter Auschwitz. Quand ils seront partis, les Russes vont arriver et ils vont nous libérer. Malheureusement pour nous, un bruit a commencé à circuler au camp, que le camp d'Auschwitz était miné, et qu'au départ du dernier SS, tout le camp allait sauter. Il n'y avait que la moitié de mensonge, parce que Birkenau, à 3 km de là, a été miné et le camp a entièrement sauté, y compris les fours crématoires. Mais ils n'ont pas fait sauter ce camp-là, et on n'a jamais compris pourquoi. Ils ont laissé là-dedans les malades, des impotents qui ne pouvaient pas marcher, et on a donc évacué Auschwitz. Quand on a entendu ça, nous, bien sûr, c'était fini, l'histoire de se cacher. Bien, on évacue Auschwitz. La marche de la mort commence. On enfonce tout de suite dans la neige jusqu'à là. Avant de partir du camp, on a eu le droit de piller, comme on dit, le Bekleidungskammer, là où il y avait les habits. Des déportés, polonais, tout le monde. Bon. Et j'ai trouvé une paire de bottes de cavalier, toute neuve. Je les ai pris, on avait le droit. Je les ai pris, je me suis mis tout de suite sur les pieds. J'ai trouvé une veste de capot, c'est-à-dire noire, bien chaude. J'ai trouvé un pantalon chaud, je me suis habillé comme ça. J'ai trouvé aussi un petit chapeau noir, comme les promenades du camp. Je ressemblais à un capot. Et nous sommes partis donc. Nous avons marché grâce à mes bottes. Si vous voulez, je marche un peu mieux que les autres, mais beaucoup parmi ceux qui ont évacué les camps n'avaient que des sabots en bois. Inutile de vous dire que ça a été un massacre. Parmi les femmes, la colonne de femmes derrière nous, et parmi les hommes, c'était un massacre. Alors, la nuit, la première nuit, donc on marchait, puis je commençais tout de suite à voir des mirages. Tout de suite. La neige, la fatigue, la marche dans la nuit, dans la montagne, le blanc de la neige faisait qu'on avait des mirages. Et alors, à côté de moi, marchait Lucien Lundi. Je dis, Lucien, je crois qu'on arrive, on va pouvoir se reposer. Il dit, comment tu le sais? Je dis, regarde, une ville. Il regarde, il dit, mais où vois-tu une ville? Il n'y a rien. Vous allez dans quelle direction? Vers Gleiwitz. Gleiwitz est situé en Pologne également. Un peu plus à l'est. La marche a duré combien de temps? Notre marche a duré environ, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Gleiwitz, elle a duré, je crois, 3 jours et 3 nuits.
Vous êtes resté là-bas? Quoi? Vous êtes resté là-bas? Ah non. Donc cette marche de la mort, comment la décrire? Je vous dirais simplement que même pas 10% de ceux qui sont partis sont arrivés vivants. Quand nous sommes arrivés à Gleiwitz, on nous a mis dans une espèce de gare de locomotive où le sol, c'était de l'huile de locomotive. Une fois qu'on est rentré dans cette gare, huile de locomotive ou pas, je me suis jeté par terre et presque aussitôt endormi. Tellement nous étions morts de fatigue. On nous a laissé là quand même quelques heures. Le lendemain, embarqués de nouveau dans des trains à bestiaux, mais cette fois-ci pas de trains fermés, des wagons ouverts. Et je vous rappelle, nous sommes le mois de janvier en Pologne. La neige est tombée à flocons, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Entassés à 110 par wagon, comme leur habitude aux Allemands. Pour toute nourriture, une ration de pain, c'est-à-dire un quart de ce fameux pain. Parce que partout c'était le même pain. Nous voilà donc dans ce wagon. Vous décrire ce voyage, d'abord ce n'est pas descriptible, deuxièmement ce n'est pas croyable, ce n'est pas croyable. Là je vais, si vous voulez aller un peu plus vite, parce que vous devez aller manger aussi. En fin de compte, nous arrivons au premier camp, c'était Sachsenhausen. On nous empile pour la première nuit par terre comme des sardines, les uns dans les autres, pour que tout le monde puisse s'allonger. Le lendemain, un réveil, de nouveau embarqués dans des trains, et nous sommes dirigés vers Dachau. D'abord Mauthausen, station Mauthausen, et Dachau. Nous arrivons à Dachau. Dachau était un camp assez propre, mais c'était des baraques, c'était pas comme Auschwitz. Dachau, épouillage, quarantaine, douche. Nous restons à Dachau, je crois que c'était 4 ou 5 jours, et dirigés vers des sous-camps de Dachau. Moi, j'atterris dans un camp à 18 km de Dachau, Mühldorf. C'était un camp, comme je vous ai dit, une dépendance de Dachau, qui était le camp principal. Dans ce camp, bon, nous sommes accueillis par, bien sûr, les SS, le chef des SS. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai passé dans ce camp, c'est pas la peine. C'était à peu près pareil qu'Auschwitz. D'ailleurs, tous les camps se ressemblaient pour ça. Dans ce camp, donc, nous sommes restés jusqu'au 26 avril 1945. Le 26 avril 1945, Munich est entouré d'un côté par les Américains, de l'autre côté par les SS, qui voulaient défendre Munich. Et nous, notre train part donc de Mühldorf pour aller nous anéantir dans les forêts noires d'Autriche. Il roule, et alors il fallait qu'on tourne tout autour de Munich, toujours à une distance de 18 km partout. La ligne de chemin de fer était ainsi faite. On roule, d'un coup, le train s'arrête. Devant une gare, où je me rappelle, c'est marqué Poing, comme un point, P-O-I-N-G. S'arrête en gare de Poing, et je vois sortir donc de la gare le chef de gare, sa femme, une jolie fille, qui devait avoir dans les 18-19 ans, habillée aussi, comme en Allemagne, tout le monde était habillé en uniforme, elle aussi en uniforme, et qui nous regarde, qui interroge le chef du train. Alors il leur explique qu'on ne peut pas aller plus loin,
Mais il dit, je vais demander l'ordre de reculer. Il téléphone donc, on lui dit, vous ne pouvez pas reculer non plus. Les Américains, ou je ne sais pas qui, viennent de couper la voie à l'arrière également. Donc nous voilà bloqués. Nous voilà bloqués sans nourriture, parce que aucune nourriture n'a été emmenée, puisqu'on devait être liquidé tout de suite. Sans nourriture pour nous, mais non pas, non plus pour les SS. Aucune nourriture pour eux non plus. Bon, on reste comme ça toute la journée. Le lendemain, ils avaient faim, nous avions faim. Puis bon, je ne peux pas vous raconter, comme je vous ai dit, tout. J'avais fait la connaissance du chef du convoi. C'était un officier de la Wehrmacht. J'avais fait sa connaissance parce que, au dernier camp à Mulhdorf, on avait reçu pour une seule fois de notre vie un colis de 3 kilos de la Croix-Rouge pour 3 personnes. Dans ce colis, il y avait 3 paquets de cigarettes. Je n'ai jamais été fumeur. Mais j'ai reçu un paquet de cigarettes, c'était ma part. Et dans le commando où je travaillais, ce chef, ce type de la Wehrmacht, était le chef du commando. Il est venu devant moi et m'a dit, dis-moi juif, t'as reçu un colis hier? Je dis oui. Il me dit, il y a des cigarettes? Je dis oui. Il dit, tu fumes? Je dis non. Il me dit, bon, tu me donnes tes cigarettes et je t'apporte demain du pain. C'est comme ça, je lui donne mes cigarettes. Le lendemain, en effet, il m'a apporté un pain blanc. Je n'avais pas eu depuis 4 ans. Bon, voilà comment, je vous expliquais en grosso modo comment je fais sa connaissance. Bon, donc, quand ce train est arrêté sans nourriture, j'ai reconnu cet officier, j'ai enquêté devant lui, il fallait se mettre tout de suite au garde à vous, et je lui ai demandé l'autorisation d'aller quêter le train, et c'était là, une colline il y avait, une petite forêt qui traversait la colline, et en haut, un village qui s'appelait Ottersberg. Alors, je vais donc été voir cet officier allemand, en lui demandant l'autorisation d'aller faire une quête dans le village pour qu'on ait quelque chose à manger. Il me regarde, il m'a reconnu sûrement. Il me dit, bon, on a une condition, il dit. Voilà une musette. Ah oui, on était avec un copain, on était 2. Voilà une musette pour chacun de vous. Alors voilà la condition. Tout ce que vous récoltez comme speck, c'est-à-dire du lard, ils raffolent du speck, les Allemands, comme lard, beurre, toute autre provision que pommes de terre et pain, c'est pour nous. Le pain, les pommes de terre, c'est pour vous. On ne pouvait qu'acquiescer, on ne pouvait pas dire d'accord, pas d'accord. Hein. Et nous là, partis donc dans le village. Mais il ne nous a pas laissé partir comme ça. Il a appelé un petit SS, qui devait avoir dans les 16 ans, parce qu'à la fin, il prenait les enfants pour les engager dans les SS. Il devait avoir dans les 16 ans, fusil sur l'épaule, et il dit, c'est lui qui vous accompagne. Alors n'essayez pas de vous échapper, la horde de vous tirer dessus tout de suite. Bon, on monte donc vers le village, on traverse ce petit bois, on rentre dans la première maison allemande qui se présente, on lui explique un peu la situation, que le train est arrêté, qu'on n'a pas mangé. Le type, il prend un bout de pain, il nous le donne, il dit, allez, hop, foutez le camp. Parce qu'il a reconnu qu'on était des déportés. Bon, ça on va. Deuxième, on voit une ferme, une grande ferme. Je frappe à la porte. Oui, le SS n'avait pas le droit de rentrer. Hein. Le SS devait rester à la porte. Il n'avait pas le droit de rentrer chez l'habitant. Donc, je frappe à la porte. Une femme, enceinte, bien enceinte, nous ouvre la porte. Elle nous regarde. Je vous rappelle qu'on entend les canons à Munich. Nous regarde. Qu'est-ce que vous désirez? Elle nous fait rentrer. Elle dit, qui êtes-vous? Elle me dit. Je lui explique un peu qui nous sommes, mais elle me dit, mais est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte, ce qu'on vous fait dans les camps? Je lui dis, madame, on ne vous raconte pas le millième de ce qu'on nous fait dans les camps. Alors elle prend d'abord 2 verres, elle met du lait qu'on n'a jamais bu depuis 4 ans, elle met du lait dedans,
Elle nous fait boire d'abord à chacun un verre de lait. Ensuite, elle nous donne dans nos musettes, on lui explique ce qu'on a le droit, nous, d'avoir, ce que les autres, on doit leur donner. Elle nous met surtout du pain et des pommes de terre, et pour bien montrer qu'on n'a pas dit ce qu'on a le droit là-bas, elle nous met quand même du lard, des trucs de machin. Bon, nous sortons de chez cette femme, et pendant ce temps que nous étions là, est arrivée une drôle de chose au train. Comme le train, je vous ai dit, était arrêté, et que la Wehrmacht était encerclée à l'intérieur de Munich, le général von Epp, vous voyez, je me rappelle son nom, qui commandait la Wehrmacht à Munich, ayant appris que le train était rempli de déportés, avait fait appeler par le chef de gare le responsable du train et lui a donné l'ordre de libérer tous les déportés. Donc, libération des déportés. Je reviens donc au village. Nous avons fini notre quête. On va pour descendre vers le village et on voit arriver des déportés sans être accompagnés de SS et qui crient « Wir sind frei, nous sommes libres ». Et en même temps, presque en même temps, peut-être à 2-3 minutes près, on entend tirer des coups de feu, mais des coups de feu, on reconnaissait les armes, c'était des coups de feu de mitraillettes et de mitrailleuses vers le transport, là où était arrêté le transport. Et alors notre petit SS, entendant des coups de feu, nous attrape chacun par un bras et dit truc à me transporte, de retour au transport. Ouh, ça a vite voyagé dans ma tête. Hein. Je me dis, on est sûrement en train de tuer les déportés là-bas, comme ils n'ont pas pu les anéantir dans le Tyrol. Je dis, on va nous voir arriver tenus par un SS, on va croire qu'on s'est évadé du transport, et on va tuer les premiers. Vite dans ma tête. Alors, je vous ai dit, on devait traverser le petit bois pour redescendre vers le train. Arrivé dans le petit bois, je fais tout de suite un signe à mon copain, et il a vite compris. Tuer pour tuer, mort pour mort, hein, vaut mieux essayer de vivre. Vous savez, j'ai fait de la boxe étant jeune, moi. Je me suis tourné vers le petit SS, j'ai bien visé mon coup parce que j'avais pas beaucoup de force. J'ai visé la tempe, je savais que c'était l'endroit le plus fragile chez l'être humain. Et de toutes les forces, bon, un grand coup dans la tempe. Il n'a même pas poussé un soupir. Il s'était allongé par terre tout de suite. J'ai attrapé son fusil. 2 grands coups sur le crâne. Il n'avait pas de casque, il n'avait que le képi. Je ne sais pas si je l'ai tué ou non. Toujours est-il que tranquillement, à partir de ce moment-là, mais vraiment tranquille, vous pouvez me croire. Moi, j'avais mes bottes, mais mon copain avait des trucs en bois, des hollandaises. J'ai enlevé les bottes du petit SS, j'ai enfilé à Bernard. Et nous sommes repartis vers le village. Nous avons retapé chez la femme qui nous avait bien accueillis dans cette ferme. Elle a ouvert la porte, était étonnée de nous revoir, et on lui a dit la vérité. Voilà, nous venons de nous débarrasser du SS, on ne sait pas s'il est mort ou non. Nous avons besoin de nous cacher parce qu'on tue tout le monde. Vous entendez les coups de feu? Elle est devenue complètement pâle, elle dit, écoutez, j'ai 4 enfants, je suis enceinte du 5e. Si on vous trouve chez moi, on me tue tout de suite, mes enfants, moi et mon mari. Le mari n'était pas encore là. Elle dit, mais je vais faire une chose. Vous voyez la grange là-bas, une grange énorme. Elle dit, vous trouverez de la paille jusqu'au plafond. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Filez dans la grange et essayez de vous cacher. On file vers la grange, on monte tout en haut de la paille et on se cache là-dedans. La nuit arrive, on ne dormait pas. Vers peut-être, il devait être minuit, 1h du matin. On entend la porte s'ouvrir,
quelqu'un rentrait, on n'osait plus bouger, hein. Et quelques instants après, la porte se rouvre et la personne sort. Alors on va regarder, qu'est-ce que c'est? Alors il y avait un clair de lune qui éclairait ce truc. Et qu'est-ce qu'on voit? Un seau déposé par terre. Alors Bernard il dit, on va pas bouger, hein. Je dis, écoute Bernard, tu bouges pas. Je vais descendre. Je vais voir ce qu'il y a dans ce seau. Je descends, je trouve dans le seau du beurre, des œufs, du pain blanc, enfin un tas de choses, oui, du jambon, des trucs qu'on n'avait jamais mangé. Je monte le seau, on se tape la cloche, je redescends le seau. Le soir suivant, la même chose. Et au troisième soir, la porte s'ouvre brusquement, la porte de la grange, et on entend des chevaux entrer dedans. C'était un escadron de SS qui se repliait et qui voulait passer la nuit dans la grange. Inutile de vous dire la nuit qu'on a passée. La paille qu'on avait mise sur nous, nous chatouillait, nous grattait. On pouvait même pas, on n'osait même pas se gratter pour qu'il n'y ait pas le moindre bruit qu'on nous découvre. Le lendemain, à 5 heures, ils ont foutu le camp. Et un jour après, je vois de la porte de nouveau s'ouvrir, des gosses qui rentrent, 2 gosses, et qui commencent à crier « Die Amerikaner sind da, die Amerikaner sind da », c'est-à-dire les Américains sont là. Bon, on s'est méfié, j'ai dit « Bernard, toi tu restes là, moi je descends, si le gosse veut nous attirer dans un guet-apens, je lui tords le cou. » Je l'aurais fait. Vous savez, on était des sauvages, on n'était plus des êtres humains, il faut vous dire. Hein. Je descends donc, je mets le nez à la porte de la grange, et je vois des petites voitures. Je dis, ça, des Américains? Pour moi, les Américains, ça devait arriver dans des grands tanks, vous voyez, des tanks énormes. Ça, des Américains. Et d'un coup, c'est sur le capot, je vois l'étoile américaine. Je dis, Bernard, tu peux descendre, c'est bien des Américains. Puis elle est descendue, nous sommes descendus. Donc, je vous dis, on était dans Rottersberg, la route était en bas, à côté des chemins de fer. On est descendu en vitesse. Premier tank qui s'est arrêté était un tank de Canadiens français. Ils nous ont tout de suite donné des armes, ils nous ont donné plein, ils nous ont dit de ramasser avec nos vestes. Ils ont rempli nos vestes. Bon, à partir de ce moment-là, bon, on s'est vengé sur les Allemands de là-bas, surtout sur celui qui nous a accueillis en ne voulant pas nous aider. Mais par contre, celui qui nous a aidés, on lui a amené un tas de choses qu'on a ramassées partout. Vous vous êtes vengé comment? Comment? Vous vous êtes vengé comment? Vengé en allant chez les Allemands, détruisant tout. En les pillant de la tête aux pieds parce que le général Eisenhower, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui était le commandant chef des troupes alliées, avait fait placarder immédiatement partout, en français, en allemand, en russe, interdit de piller sous peine de mort. Alors donc, on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. Mais on enlevait quand même tout ce qu'on pouvait chez les Allemands. Tout ce qu'on pouvait, et on l'apportait à nos sauveurs. Il avait, vous savez, une remorque avec un tracteur. On lui faisait atteler le tracteur à la remorque et on partait à la remorque. Et on partait. Et on pillait partout tout ce qu'on pouvait. Et tous les soirs, on lui apportait un tracteur plein de choses. On va passer à la dernière partie, qui est celle du retour en France. Alors le retour en France, bon, au bout d'un certain temps de nos joies, j'appelle ça nos joies, la vengeance, au bout d'un certain temps, les Américains ont fait placarder d'autres affiches, toujours dans la même langue, que tous les déportés, travailleurs de force, ainsi que tous ceux qui ont été réduits en esclavage par les Allemands, pouvaient retourner chez eux. En priorité, des trains vont partir pour la France, la Belgique et la Hollande. Après, ce sera les trains pour l'Est. Bien alors, donc, il fallait rejoindre Munich.
Et comme, je vous dis, on pillait partout, et entre autres, on avait pris une voiture, c'était une Opel, je vous rappelle d'Opel, comment elle s'appelait, enfin une des Opel de l'époque, qu'on avait pris chez des Allemands. On a donc pris cette Opel, on s'est mis dedans, puis on est parti à Munich. À Munich, à l'entrée de Munich, il y avait des soldats américains qui nous ont demandé qui nous étions. Quand on leur a montré notre tatouage, ils ont dit c'est bien, mais vous ne pouvez pas rentrer dans Munich avec une voiture. La voiture, vous la laissez là. On a donc laissé la voiture. Des Américains nous ont pris dans leur camion, nous ont emmenés tout de suite dans ce qu'on appelait un refuge, où on nous a donné tout ce qu'on voulait à manger, s'habiller, tout ce qu'on voulait. Et de là, on est resté peut-être 2 jours, peut-être 3, je ne me rappelle pas. On a dit, les Français, Hollandais, Belges, vous allez regagner vos pays. Des trains donc se sont amenés, mais c'était des wagons toujours à bestiaux. Seulement au lieu d'être à 110 par train, par wagon je veux dire, on n'était que 40. Les portes au lieu d'être fermées étaient ouvertes. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés en France, accueillis à l'hôtel Lutetia. Et à l'hôtel Lutetia, bien sûr, interrogés par les services de sécurité, qui, dès qu'ils ont vu qu'ils avaient affaire à des gens qui ont des numéros, tout de suite, on nous a laissés tranquilles. On voulait nous faire dormir à l'hôtel Lutetia, nous donner à manger, tout. J'ai dit non. J'ai dit non. Il était déjà 3 heures du matin, j'ai dit je vais attendre 5 heures pour le premier métro, rentrer chez moi, voir si je peux retrouver quelqu'un de vivant. J'habitais rue Breguet. Je suis rentré chez moi. Et j'ai frappé à la porte. On m'a ouvert. J'ai reconnu ma femme. J'étais habillé en militaire. Elle m'a dit, vous désirez, monsieur? Je suis surpris, je lui ai dit, Hélène, tu ne me reconnais pas? Voilà. Voilà la fin de mon histoire. Et à partir de quand vous avez commencé à raconter? 20 ans après. Pendant 20 ans. Aucun de nous n'a voulu parler. Pourquoi? Chose simple. Ce que je vous raconte, vous, à maintenant, vous avez déjà entendu parler de ces camps. Vous savez déjà un peu ce qui s'est passé. On peut vous raconter la suite. Mais à l'époque, vous savez, lorsque nous sommes arrivés en France, les déportés étaient accueillis par des familles françaises pour qu'ils se reposent de leur malheur. Moi, j'étais accueilli dans le Morvan par 2 femmes, dont la grand-mère et sa fille. Le mari était dans la résistance, il n'était pas encore démobilisé. Ils m'ont accueilli et ils m'ont demandé, mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'on a entendu? Je dis, quoi? Elle m'a dit, mais enfin, vous ne pouvez pas nous dire? Je dis, vous savez, madame, c'est beaucoup trop horrible pour qu'on vous raconte quoi que ce soit. Et dans le train qui m'amenait chez ces gens, j'étais assis en face d'une femme d'environ 50aine d'années, qui me regarde, j'étais habillé en militaire, comme je vous ai dit, qui me regarde, elle dit, vous êtes militaire? Je dis, non, je suis déporté. Ah, qu'elle dit, vous avez été déporté? Je dis, oui. Mais est-ce que c'était aussi terrible qu'on le raconte? Je dis, mais non, madame, mais non. Je dis, ce qui a été terrible, madame, c'est que tous les matins, il fallait manger du saumon fumé. Et ça, pendant 4 ans, vous savez, madame, c'est une véritable tristesse, une véritable torture de toujours manger la même chose. Et il dit, je me disais bien aussi.
Voilà ce qui a été le retour. Et pendant 20 ans, aucun de nous n'a voulu parler. Et nous avions raison parce que petit à petit, la population entendait parler de ces camps par la télévision, par les journaux, parce que vous savez, les grands hommes d'État comme De Gaulle, Eisenhower, tout ça, ont découvert ces camps. Vous savez? Alors, eux ne voulaient pas en parler. Pourquoi? Parce qu'il fallait redevenir amis avec les Allemands contre les Russes. Vous comprenez? À l'époque. Mais on a bien fait de ne pas parler. Mais qu'est-ce qui a fait qu'au bout de 20 ans, est-ce qu'il y a eu un événement qui fait que 20 ans après, vous avez Eh parlé? bien, au bout de 20 ans, vous savez, nos proches, du moins ceux qui nous sont restés, les amis qui nous sont restés, on commence à dire, mais on raconte tellement de choses sur les camps, mais pourquoi que vous ne voulez pas parler? Dites-nous un peu comment que c'était. On a commencé un petit peu à parler, un petit peu, pas beaucoup, pas beaucoup. Et petit à petit, bon, ben, comme aujourd'hui que je vous parle, on a commencé à raconter ce qui s'est passé dans les camps. Parce que, vous savez vous-même, qui avez vécu après la guerre, qui aurait cru ce que je viens de vous raconter? Hein, qui? Vous-même ne l'auriez pas cru. Personne ne peut croire une telle chose. C'est une chose unique qui a lieu dans le monde entier depuis des siècles. Parce qu'à côté de ça, la Saint-Barthélemy, les Cathares et d'autres événements dans ce genre-là, mais c'était rien, des jeux d'enfants. On tué 10 000 personnes, 20 000 personnes. Là, c'est 6 millions de juifs qu'on a exterminés. Rien qu'à Auschwitz. Comprenez? Ce que vous avez vécu au camp, vous y pensez tous les jours? Pardon? Vous y pensez tous les jours à ce que vous avez vécu? Oui? Ce que vous avez vécu au camp, est-ce que vous y pensez tous les jours? Non seulement tous les jours, mon cher monsieur, mais je rêve très souvent la nuit en poussant des cris. Et c'est ma femme qui me réveille quand je pousse un cri. Elle me dit, endors-toi, tu n'es pas au camp, tu es ici. Maintenant, ça m'arrive moins quand même. Hein. Ça m'arrive moins. C'est beaucoup plus rare que je pousse des cris. Non, vous savez, j'ai 84 ans, je vais en avoir 85 au mois de janvier. Nous ne pouvons pas, même en nous forçant au maximum, oublier un seul instant de ce que nous avons vu et vécu. Vu des enfants brûlés vivants, est-ce que vous auriez cru ça, vous? Parce que les fours crématoires ne suffisaient plus à brûler les gens. Les chambres à gaz ne suffisaient plus à gazer les gens. On les brûlait vivants. Oui, monsieur. Qui aurait pu croire de telles choses? Et même maintenant, même moi, je me demande si je n'ai pas rêvé. Je me demande si c'est vrai tout ce que je vous raconte. Parce que normalement, je ne devrais pas être là. C'est un miracle que je sois en face de vous. Un vrai miracle. C'est comme ça. Voilà. Avec ça, c'est terminé l'Odyssée.